La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Vous écoutez un Reflet d'ici mensuel. Durant la période estivale, nous ferons un Reflet d'ici par mois, un récapitulatif des nouvelles du mois. Voici les principaux titres pour cette semaine. Louis Baudard, en résidence de création à Percé. J'ai vraiment appris, comme je te dis, c'était un passe-temps, je faisais ça dans mes temps morts. Puis au final, le passe-temps est comme devenu plus ça que je voulais faire. Deuxième édition de la bataille des prospecteurs. Ça fait 5 ans quand même qu'on a commencé les designs. Sauf que c'est une question de permission aussi de la ville, c'est bien complexe. Bilan de la 14e édition festival Les Perséides. Voilà, ça va être projeté et à voir sur grand écran, bien sûr, ici à la salle de cinéma Les Perséides. C'est encore, je dirais, une expérience encore plus belle et plus enrichissante. Bilan des activités au parc de Bourg de Pabot. Mon coup de cœur personnel, en fait, ça va être également le machin collectif. C'est le genre de performance que je souhaitais pouvoir accueillir ici au Bourg. Mise à jour des dossiers de la ville de Grande-Rivière avec Gino Cyr. Avant d'éventuellement avoir des transporteurs aériens qui vont desservir à partir de l'aéroport Rocher-Percé situé à Grande-Rivière. Festivités pour le 75e anniversaire de l'EPAC. Une chose pour laquelle on est très fiers, c'est que l'école des pêches, qu'on appelle aujourd'hui communément l'EPAC, est l'une des 5 écoles nationales au Québec. Sigwigus, érablière de la nation Mi'kmaq de Guespeg. Dans la culture Mi'kmaq, c'est un cycle qui représente le renouveau, le printemps, la vie qui revient. Vente de matériaux issus du projet de déconstruction de l'ancien BMR de Grande-Rivière. Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans l'avenir au niveau des appels d'offres pour favoriser de la démolition, de la déconstruction plutôt que de la démolition? 18e édition du rallye recherche de courant culturel Rocher-Percé. On trouve la Gaspésie, c'est arrivé, de la géographie, des mythes et légendes, des ponts et forts, notre vaste monde, c'était chez nous. Un CPE pour la nation Mi'kmaq de Guespeg. La nation Mi'kmaq de Guespeg, ça a été un des partenaires qui nous semblait avoir des valeurs vraiment qui collaient. La revue d'actualité. Bonne émission. L'artiste et cinéaste gaspésien Louis Baudard est l'invité en résidence de création au Centre d'art de Percé pendant l'été 2022. Sous le thème de la transmission du savoir et du maillage dans la communauté, le jeune réalisateur de talent séjournera à Percé pendant 2 mois afin de créer une œuvre d'art numérique et cinématographique qui sera présentée devant le public en première mondiale au Centre d'art de Percé en septembre 2022. Alors bonjour Louis, comment vas-tu? Ça va bien toi? Bien, merci. Peut-être avant de rentrer dans le sujet qui concerne peut-être plus Percé, la résidence de création, est-ce que tu pourrais peut-être mettre la table en te présentant? Oui, je m'appelle Louis Baudard, je suis né en Belgique. Je suis arrivé au Québec quand j'étais jeune, d'abord à Rimouski, puis après ça en Gaspésie. Puis au final, j'ai déménagé à Québec pour faire mes études collégiales. Puis après ça, j'ai été à Montréal où j'ai étudié à Concordia. Puis en 2019, j'ai eu un bac en film animation. D'accord. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait plutôt parce que depuis plus jeune, tu as été plus attiré par le dessin que par peut-être juste faire de la vidéo pure? Non, en fait, c'est l'inverse. J'ai commencé vraiment jeune au secondaire. En fait, on faisait des films maison, là, qu'on appelait ça, là, avec la caméra de nos parents. Puis au final, c'est pas mal ça qui m'a donné la piqûre du cinéma. Puis après ça, j'avais été faire des études en cinéma à Lévis. Mais j'aimais dessiner, mais à l'époque, c'était vraiment un passe-temps. Puis au final, j'ai commencé à plus apprécier le cinéma d'animation. Puis j'ai décidé de me diriger vers là après. Et comment est-ce qu'on tombe dedans quand on vient plus d'un monde de la vidéo pure? Souvent, l'illustration, ça vient des fois aussi. Est-ce que tu
as dû prendre des cours pour ça ou tu t'es formé tout seul? Non, c'était pas mal autodidacte. J'ai vraiment appris, comme je t'ai dit, c'était un passe-temps. Je faisais ça dans mes temps morts. Puis au final, le passe-temps est comme devenu plus ça que je voulais faire. Puis aussi, l'animation, je trouve que c'était vraiment intéressant parce que il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de libertés que tu n'avais pas nécessairement en faisant de la prise de vue réelle. Fait qu'au final, ça a plus piqué mon intérêt que le film prise de vue réelle standard. Oui, parce qu'il y a un court-métrage que tu as réalisé qui s'appelle À la rescousse de l'ours. Je pense qu'il a tourné pas mal dans des festivals. Ouais. Celui-ci, est-ce que tu en as fait d'autres que celui-ci? Ouais, je viens de compléter un petit court-métrage de 1 minute à l'Office national du film. C'était dans le cadre du programme Hot House. Dans le fond, ce programme-là, ils prennent 6 réalisateurs d'animation, de cinéma d'animation de la relève. Et on est invité 3 mois à l'ONF pour faire un court-métrage de 1 minute. Fait que ça, c'est sorti il n'y a pas longtemps. En fait, c'est en ligne sur onf.ca. Et le film circule aussi. Il a été à Fantasia, il a été au Festival de films de la Ville de Québec. Puis il s'en va à Ottawa en septembre. Peut-être plus une question technique comme ça. Quand tu travailles sur un projet, peut-être on veut prendre à la rescousse de l'ours. Est-ce que tu te retrouves tout seul à faire les animations, les bruits? Est-ce que c'est des projets auxquels tu parles d'être autodidacte, mais est-ce que tu t'entoures aussi de temps en temps d'une équipe? Pour à la rescousse, c'était dans le fond, j'ai fait toute l'animation, le montage, le son. Il y a juste la musique que j'ai pas fait. Parce que la musique, c'est complètement en dehors de mon champ d'expertise. Pour le projet que j'ai fait à l'ONF, là, ouais, il y a vraiment une équipe qui va venir t'accompagner. Fait que moi, j'avais fait la réalisation, puis l'animation, puis le montage, le son, le design sonore, la musique, c'est délégué à d'autres personnes. D'accord. Mais tu es quand même quelqu'un qui touche apparemment quand même un petit peu à tout, ouais. À différents niveaux. Ben justement, maintenant, ce qui nous amène à se parler aussi, c'est parce que tu es à Percé, en fait, en ce moment, et tu es dans une résidence de création, je crois que c'est organisé par les Perséides, si je ne me trompe pas. Ouais. Est-ce que tu pourrais déjà nous décrire c'est quoi justement être résident et c'est quoi que tu dois faire à ce moment-là? Dans le fond, je suis supposé faire une œuvre cinématographique inédite en 2 mois sur c'était quoi le thème? C'était les liens, c'était la transmission dans la communauté, quelque chose de vague comme ça. Transmission du savoir et du maillage dans la communauté. C'est exactement ça. T'es plus informé que moi. Puis c'est ça, fait que ça donne quand même beaucoup de liberté. Puis on peut interpréter ça à peu près comme on veut. Fait que c'est ça. Là, en ce moment, je fais beaucoup de l'expérimentation. Parce que ce qui est intéressant avec une résidence, c'est que c'est ça. En tout cas, dans le cas de cette résidence-ci, c'est un peu 2 mois. Il me laisse faire ce que je veux à peu près. Fait que genre les premières semaines, je me suis beaucoup promené, j'ai pris des croquis, j'ai pris des notes. Puis là, en ce moment, j'anime les croquis que j'ai faits. Puis je fais un peu une approche documentaire. Je fais le plus de matériel possible. Puis à la fin, je vais monter ça. Puis on va voir un peu ce que ça va donner. Toujours en essayant de prendre en compte le thème. Mais c'est ça, c'est de l'expérimentation, c'est de l'exploration. Donc, ce que je comprends bien, c'est que tu prends aussi une voix un peu avec de l'animation, ou ça va être un mélange, ou c'est de l'animation pure, ou peut-être c'est encore tu gardes ça secret? C'est pas mal d'animation pure. Moi, je prévois pas de faire de voice-over sur le film. Je vais faire de la prise de son, puis je vais monter ça après, puis je vais essayer de faire quelque chose d'intéressant. Mais sinon, c'est ça. Là, c'est un peu comme un carnet de voyage que je suis en train de faire en ce moment. Est-ce que quand on t'est amené à être invité quelque part et qu'on te dit tu as 2 mois pour produire quelque chose qui va être diffusé, est-ce que des fois on ne peut pas avoir le blocage créatif ou un peu de pression ou tu te sens quand même à l'aise?
Je suis quand même à l'aise. C'est sûr que il y a des jours que j'étais un peu... je savais pas trop où est-ce que je m'en allais, là. Mais c'est juste dans ce genre de contexte créatif-là, t'as juste pas trop le temps de réfléchir. C'est juste fais des affaires, puis assemble à la fin, puis ça va donner quelque chose. C'est mieux ça que juste rester assis pendant des semaines, puis penser à un scénario, penser à une idée. C'est comme il n'y a pas vraiment le temps pour ça, là. C'est juste créer, puis on verra après. D'accord. Là, on est le 1er septembre, au moment où on se parle. Il te reste combien de temps? Il me reste moins de 3 semaines. OK. D'accord. Bon, et après ça, tu retournes, quand tu auras terminé ça, dans le fond, quand tu dois livrer le produit après ces 2 mois-là, ou tu peux partir et faire ton montage, ou comment ça se passe techniquement? Techniquement, il faudrait que je livre le film au complet le 18 septembre, vu que je pars le 19 septembre. D'accord. Puis pour terminer, c'est quoi tes projets à venir après ça? J'en ai aucune idée. On va voir. C'est sûr, je suis en train d'écrire un court-métrage sur le side, mais sinon, après ce projet-là, je m'en vais à Ottawa, fait que je fais percer Ottawa pour aller au Festival international d'animation d'Ottawa. Puis après, je retourne à Montréal, où c'est que je travaille en ce moment sur un film de Toril Cove. Je fais de l'animation là-dessus. Puis après ce projet-là, on verra. En tout cas, on te souhaite de la création, que ça soit fluide pour toi et puis et que tu termines ton séjour créatif. En tout cas, comment tu te sens dans l'énergie en ce moment par rapport à l'emplacement et à ton travail? Est-ce que ça va? Ah ouais, c'est vraiment le fun, là. Je me suis fait un beau setup, là, puis je suis en train d'animer sur papier en ce moment. Fait qu'au début, c'était comme j'ai pas trop l'équipement. Puis là, au final, je me suis tout organisé. Fait que c'est vraiment le fun, là. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Louis, pour ton temps. Et puis, on te souhaite bonne continuation. Merci beaucoup à toi. Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Duen Cabo nous parle de la 2e édition de la Bataille des prospecteurs qui aura lieu ce week-end du 3 au 4 septembre, mais aussi de son parcours comme designer de pistes moto. Mais d'abord un petit extrait de ce qui nous attend cette fin de semaine. I've never ridden anything that hard. I can't imagine anything harder. Like, how could it be hard? Oh my god, that's freaking insane, man. That makes no sense. Bon, alors bonjour Dwayne, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Bien, merci. Écoute, on voulait parler aujourd'hui par rapport à tes différents chapeaux, justement, parce que nous, on se connaît, puis on te connaît beaucoup comme en tant que vidéaste. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont déjà vu un peu ton travail sur TELUS Ma Communauté, entre autres, mais aussi sur Internet. J'aimerais savoir ce que tu fais en ce moment, puis dans le fond, au niveau du métier de la vidéo, puis on se parlera après de tes autres chapeaux. Je suis quand même assez occupé, mais là, j'arrive de Nashville au Tennessee, où est-ce que j'ai participé au design d'un parcours d'endurocross en plein centre-ville de Nashville. Puis, mais entre-temps, c'est sûr, j'ai toujours mes projets vidéo. Là, je fais un projet avec TELUS Ma Communauté, qui est avec la ville de Gaspé aussi, on va parler du bénévolat là, en général, là, dans tous les aspects là, de la communauté là, puis de la ville, donc que ce soit au niveau sportif, loisirs, culturel et ainsi de suite.
Ça, c'est un projet qui va pas mal, un de mes gros projets, là, qui va s'étaler jusqu'à 2023. Donc, 10 épisodes là-dessus. Sinon, j'ai des petits projets ici et là, bon, des pubs, des ci, des ça, là. Mais maintenant, depuis le mois de mi-août jusqu'à mi-septembre, là, je suis complètement impliqué à 100% dans mon événement là, à Murdochville, la bataille des prospecteurs, là, que c'est la deuxième édition cette année, là. Mais justement, avant qu'on aille plus en détail sur cet événement-là, comment est-ce que toi qui fais de la vidéo depuis quand même plusieurs années, puis peut-être aussi comment est-ce que tu as convergé ou tu travailles avec ce domaine de faire du design de pistes de motocross, entre autres? Est-ce que c'est deux passions différentes ou tu as réussi à combiner ça ensemble par le métier? Comment ça s'est passé? Un parcours assez particulier, là, mais je te dirais que j'ai eu comme, à part le skateboard là, qui a pris une grosse place dans ma vie pendant plusieurs années, là, je voulais devenir professionnel, tout ça, là, mais là, j'ai bien vite... j'en ai fait quand même pendant 20 ans, donc ça a fait partie de ma vie. Mais si on oublie le skateboard, là, ça a été le dessin, la moto puis la vidéo qui m'ont toujours passionné. Donc, j'ai toujours, on dirait, inconsciemment dirigé, je me suis toujours dirigé vers ça, là, inconsciemment un peu. Mais tu sais, j'ai commencé, la vidéo, j'ai acheté une caméra, j'ai commencé à filmer. La moto, j'étais allé à une course. Tiens, je veux filmer la course. Donc, après ça, je m'intéresse un peu plus. J'ai un background en dessin, donc je dis, pourquoi je dessinerais pas un parcours, tu sais, parce que je suis dans la moto. Puis là, donc, ça se complète quand même assez bien, sauf qu'après ça, c'est quand même trois métiers qui se ressemblent pas. Mais j'ai contacté un moment donné un client, là, aux États-Unis je voulais faire une course, moi, à Québec, au Colisée de Québec. Fait que j'ai contacté une personne qui faisait un événement à Las Vegas, entre autres. Puis là, on s'est rencontrés, puis on est amis depuis. Puis c'est mon client au States là, qui m'a donné plein de contrats de dessin de pistes d'endurocross, puis de motocross, supercross. Donc, je faisais pratiquement tous ces projets que lui faisait. Lui faisait des projets partout dans le monde, comme consultant, comme promoteur. Donc, automatiquement, il y avait un projet, il m'envoyait les infos, puis moi, je faisais le dessin, puis c'est parti comme ça, là. Donc, donc c'est ça. Puis après ça fait 18 ans environ de ça que j'ai commencé à faire des dessins. La plupart du monde ne le savent pas parce que je fais ça, c'est à distance. Puis je me déplace rarement sur place. Je le fais beaucoup à distance. Puis la vidéo, ça parle un peu plus. C'est sûr que si j'ai un projet vidéo, le monde peut voir le produit final. Tandis que une course de moto au Brésil, quand même que je dis j'ai fait un design de piste de motocross au Brésil, ça passe un peu incognito, là. Et justement, parce que moi, je découvre que c'est un métier, ça. Alors, quand tu m'en parles, comment, dans le fond, c'est quoi les défis de ce fait de devoir dessiner une piste ou, dans le fond, quand un client te fait une commande, est-ce que c'est créer de la création? Tu te bases sur des aspects techniques, j'imagine aussi, mais est-ce que tu as du champ libre pour la carte blanche en général? Carte blanche, oui et non. C'est que dans le fond, si on parle d'endurocross, faut voir ça comme une piste de supercross, motocross intérieur, mais au lieu d'avoir des sauts, au lieu d'être juste la terre, c'est des obstacles. Donc, un peu un mélange de trial et de motocross. C'est un peu ça, mais trial, contrairement au trial, c'est pas un à la fois, là, donc c'est tout le monde en même temps, donc c'est vraiment une course. Donc, c'est des bios, des roches et tout ça, là. Donc, c'est de voir qu'est-ce qu'on a comme obstacle. Donc, est-ce qu'on a accès à des gros rochers? Si on n'a pas accès à des gros rochers, qu'est-ce qu'on met à la place? Donc, lui, il va me donner la liste de ses ingrédients, si on veut, tous les obstacles qu'il peut avoir. Mettons, à Las Vegas, ils n'ont pas tous les mêmes obstacles. Il y en a qui vont avoir des bio, il y en a qui vont en avoir moins, il y en a qui vont avoir des gros bio. Donc, il me donne la liste des matériaux. Puis moi, je design, puis les dimensions du parcours, bien sûr. Puis moi, je design avec ça, presque carte blanche, là, selon, c'est ça. Il me donne quelques restrictions, mais sinon, c'est tout. Puis après ça, c'est sûr qu'on s'adapte toujours, on fait des modifications. On s'attendait d'avoir des gros pneus de loader, puis on les a pas eus. Bon, donc, faut trouver autre chose, hein. Mais c'est beaucoup ça, là. Tu sais, qu'est-ce qu'on a comme obstacle de disponible, puis la grandeur du terrain. Puis après ça, ça se fait tout seul. Est-ce que tu parlais d'aimer faire du dessin? Est-ce que peut-être il y a 20 ans, tu le faisais sur papier? Est-ce que ça a changé maintenant? Tu travailles avec des logiciels?
Ouais, dans le temps, je faisais sur papier, puis je dessinais mes structures de skateboard que je voulais faire, des structures de skateboard, tout se faisait sur dessin. Puis effectivement, là, j'ai travaillé avec plusieurs logiciels, mais là, maintenant, c'est SketchUp, tout simplement. Ça travaille super bien, facile à utiliser. Donc, oui, mais c'est beaucoup plus facile à visualiser aussi là, en 3D. Même si je faisais des dessins 3D sur papier, là, mais c'est un peu plus laborieux, surtout là, au moins quand tu as modélisé, là, tu peux tourner ton obstacle dans tous les sens. Là, donc, c'est agréable. Et là, tu parlais que tu revenais de Nashville aux États-Unis. Est-ce que c'était parce que justement tu avais designé cette piste-là? Oui, ça ça fait partie de l'événement TKO, là, Tennessee Knockout du Tennessee, là, pas loin de Chattanooga, au Tennessee. Donc, ça, c'est un événement enduro dans le bois, là. Mais cette année, ils ont fait un genre de prologue en plein centre-ville de Nashville. Fait que là, c'est pour que tout le monde, le commun des mortels, voit ces pilotes-là. C'est les mêmes pilotes qui font la course au Tennessee, au TKO. Mais là, on a fait une piste là, vraiment là, pour présenter un peu l'événement. C'est un genre de prologue à l'événement. Puis, donc, moi, j'ai designé ce parcours-là. Ça fait 5 ans quand même qu'on a commencé les designs, là. Sauf que c'est une question de permission aussi de la ville. Ça a été bien complexe, hein. Puis c'est ça. Fait qu'on a modifié. Là, on n'était pas sûr. Les longueurs sont pas tout le temps les mêmes. Au début, on avait tant de pieds parce que là, on fermait telle rue, de telle rue à telle rue. Puis après ça, il a fallu raccourcir un peu. Il a fallu, fait qu'il faut qu'on tienne compte des largeurs de rue et tout, là. Puis des accès pour les pompiers s'ils ont besoin de se déplacer parce qu'on ferme pas la ville quand même, là. Bah oui, parce que là, tu parlais tout à l'heure de Colisée, mais là, on est vraiment dans un autre terrain, là. Là, on est en plein centre-ville, là. Quand je dis en plein centre-ville, là, c'est dans la rue, là. Ouais. En plein milieu, c'est la rue, je pense que c'est Broadway, là, une des rues vraiment là, populaires, là, où il y a des spectacles de musique à tous les bars, là. Puis il y a comme, c'est ça, il y a des bars partout. Fait que non, c'était super intéressant. Puis là, les gens, ben là, c'était Red Bull qui était en arrière de ça. Donc, on voyait plein d'éléments Red Bull, là. Puis les gens, mais le commun des mortels, quand il a vu les obstacles, non, il n'y avait pas de rochers, mais les bio, puis les pneus, puis tout ça, ben là, tout le monde se demandait qu'est-ce qui se passait là en plein centre-ville de Nashville. Puis là, à 4 heures à peu près, les pratiques ont commencé. Puis là, ils ont pu voir qu'est-ce qui se passait là. C'était les motos qui se battaient, si on veut, les pilotes qui se battaient comme en duel, donc un à côté de l'autre. Puis ils se rendaient jusqu'au bout du parcours, faisaient un 180, puis ils revenaient au départ. C'est des courses hyper intenses, hyper courtes, mais c'est super intéressant pour le spectateur parce qu'il peut tout voir. Puis, on a fait la même chose à Murdochville, ici à mon événement. Là, on a fait un événement comme ça, là, un parcours similaire, avec moins de budget, bien sûr, mais pour attirer justement des spectateurs, puis pour que les gens voient vraiment qu'est-ce qu'une moto enduro est capable de faire. Mais justement, j'aimerais ça que tu nous parles un peu plus de l'événement qui va avoir lieu à Murdochville. Déjà, ton implication, j'imagine c'est ça, c'est le design de la piste, entre autres. Plus que ça, je fais tout. Je suis le promoteur, l'organisateur, l'instigateur. Donc, jusqu'à l'année passée, la première édition, c'était l'année passée. Puis, une semaine avant l'événement, c'est moi qui avais fait à peu près 98% de tout le travail, que ce soit la recherche de commandites, le site web, page Facebook, les demandes, les permissions, le design, donc pas mal tout. Là, cette année, on a une équipe un peu plus solide. Je suis toujours l'organisateur, le promoteur, mais là, j'ai un bon bras droit avec des bons helpers, là, vraiment des bons bénévoles qui sont rapides, qui sont bons. Donc, ça aide beaucoup. Fait que là, ça, c'est un événement enduro, donc une course d'endurance qui se déroule sur 2 jours. La première journée, c'est plus comme des qualifications sur le Mont Miller. Donc, on compte les tours. Puis celui qui fait le plus de tours en moins de temps possible, c'est lui qui gagne, si on veut, là. Mais le samedi, c'est vraiment un genre de qualification pour déterminer l'ordre de départ du dimanche. Puis le dimanche, on les fait partir là, à queue leu leu, à les 10 secondes. Puis encore, c'est le même principe. Là. Celui qui va gagner, c'est celui qui fait le plus de tours en un temps. Là, je pense que les experts, c'est 2h30 ou 3 heures plus un tour. Là. Donc, c'est sur un terrain c'est assez challengeant, là. D'accord. Et ça se fait peu importe le temps? Je veux dire, la météo? Oui, la météo, beau temps, mauvais temps? Oui. L'année passée, on a presque eu de la neige là, le vendredi soir, là, la veille de la course. Il ventait, il faisait froid. C'était la queue d'un ouragan l'année passée.
pas si tu te rappelles, il y a eu un ouragan fin août, vers le 30, là, puis on a eu la queue de la 198 de Murdoch à Anse-Pleureuse a été fermée. Donc, c'était un peu le chaos. Ça a été un peu difficile sur le terrain, là, donc je dirais qu'on a eu des conditions assez exceptionnelles. Fait que cette année, ça peut pas être pire, dans le fond, là. Fait que ça peut juste être mieux. Fait que oui, effectivement, c'est juste plus difficile quand il pleut. Des fois, il faut fermer des sections parce que c'est tout simplement impossible. Parce que ici, c'est abrupt. Puis, si c'est trop glissant, ben, il y a plusieurs montées qui se font pas, tout simplement. Donc, il faut qu'on adapte le circuit, là. Je touche du bois, là. La météo s'annonce quand même clémente et de notre bord. Donc, ça devrait être correct, là, cette année. C'est combien environ de participants là, qui viennent pour cette course? L'année passée, on a eu 92, qui est quand même excellent comme première édition. Là. Pour de quoi d'aussi spécifique, là, du hard enduro, comme on appelle, là, c'est très pointu là, comme discipline. Puis cette année, on est déjà rendu à 123 ou 124, puis il en reste encore à s'inscrire. Donc, je te dirais qu'une augmentation d'entre 30 et 40 là, cette année. D'accord. C'est des gens qui viennent de l'Ontario, du Québec, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. On n'a pas encore d'Américains, mais ça va arriver. Des passionnés de motocross, quoi. Moto-enduro, sans vouloir faire de l'éducation en personne, là, c'est vraiment c'est de l'enduro, c'est des courses d'endurance. Donc, on est habitué à rouler ensemble dans le bois, s'entraider. C'est une autre dynamique, là. C'est vraiment de l'endurance. On se pousse beaucoup. Souvent, il faut pousser sur la moto, débarquer de la moto, puis pousser la moto pour monter un obstacle. Donc, on aime ça, se surpasser. Être dans le bois, on adore ça. C'est juste que, bon, au lieu de le faire à pied ou en vélo, nous, c'est en moto. D'accord. Bon, j'ai une dernière question. C'était, est-ce que toi, j'imagine que là, en tant qu'organisateur, tu participes pas à l'événement, mais est-ce que tu participes des fois ailleurs à ce genre d'événement? Quand j'étais plus jeune. Oui, ben c'est ça. Je manque de temps. C'est sûr que j'aimerais ça, mais il n'y en a pas beaucoup des événements comme le mien. Il y en a peut-être un en Ontario, puis après ça, c'est en Alberta. Donc, c'est très loin. Au Québec, il n'y en a pas. Donc, si c'était plus près, oui, je participerais à quelques événements. J'aimerais ça participer au mien. Mais là, c'est un petit peu dur. Ouais, pour terminer, peux-tu juste nous refaire un rappel de c'est où, c'est quand que ça se passe et puis où est-ce que les gens peuvent, en tant que spectateurs bien sûr, et si les inscriptions sont encore ouvertes, par où est-ce qu'on passe? Ben, c'est ça, on peut aller sur le site là, de l'événement Battle of the Prospectors, c'est en anglais.com. Sinon, ben, on fait une recherche Google, on le trouve assez vite. Le site web est bilingue, donc on peut s'enregistrer par là. C'est samedi et dimanche 3 et 4 septembre l'événement. Donc, les gens peuvent s'inscrire jusqu'à vendredi 8 heures le soir s'ils veulent. Toutes les inscriptions se font en ligne. Puis, pour les spectateurs, ben, c'est ça se passe sur le Mont-Miller samedi de 9 heures le matin à 5 heures l'après-midi. Puis le dimanche, c'est sur le Mont-Porphyre là, de 8h30 à 5 heures à peu près. D'accord. Bah, merci beaucoup, Dwayne, pour ton temps. Puis on vous souhaite un bon événement parce que ça commence bientôt. Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Jean-Denis Laperrière a rencontré François Cormier, directeur artistique du Festival Les Perséides, pour faire le bilan de cette 14e édition. Bonjour. Bonjour, Jean-Denis. Vous allez bien? Très bien toi-même. Oui, merci. Donc, le festival s'est terminé le 21 août dernier. 14e édition, première année dans votre nouvelle salle de cinéma. Comment ça s'est passé? Bien, écoute, comme j'ai dit à plusieurs journalistes et amis, c'était comme un nouveau festival, comme si c'était la première édition. C'était la 14e, mais il y a eu tellement de choses qui ont été réinventées, renouvelées, améliorées. Bon, premièrement, l'espace de la salle de cinéma dans l'ancienne grange patrimoniale Charles Robin, au cœur du village, qu'on a vraiment réécrit, si tu veux, comme pour présenter des films sur très grand écran. Donc là, on a pu utiliser nos équipements numériques de façon vraiment optimale.
Et en plus, un nouvel espace d'accueil du public, un comptoir de billetterie, un nouveau bar et lounge. Et donc, tout ça, 2 terrasses, une en avant du bâtiment, une autre à l'arrière, qui nous donne une vue splendide sur la montagne. Donc, tout ça a créé vraiment là, une connexion qu'il n'y avait pas avant dans le festival et qui a, bien sûr, là, créé un enthousiasme, un enchantement, je trouve, de beaucoup de cinéphiles, de beaucoup de visiteurs, de beaucoup de cinéastes, d'artistes qui sont venus et qui découvraient, là, même pour ceux qui étaient venus déjà aux autres éditions du festival, ils avaient l'impression de découvrir un nouveau festival. Mais je pense qu'on est rendu aussi à une échelle d'un festival là, de moyenne envergure et ça s'est manifesté à travers le projet de tout ce que je viens de décrire là, dans l'ancien Centre d'art de Percé qu'on veut faire revivre en termes de diffusion du 7e art. On a ouvert une salle de cinéma. C'est pas rien à Percé d'ouvrir une salle de cinéma d'art et d'essai, de films d'auteur, de longs métrages, de fiction. Donc le festival s'est terminé le 21 août, mais nous, on a continué à projeter des films. On a projeté des films la semaine dernière, les lauréats des prix du jury de la 14e édition du festival, qui étaient vraiment appréciés du public pour ceux qui n'avaient pas eu la chance de le voir. Donc, c'est un nouvel outil aussi pour l'équipe du festival d'avoir accès à une salle de cinéma avec tous les équipements numériques, de pouvoir préparer. On a fait des répétitions techniques, on a vraiment pu passer à travers de A à Z de toute la logistique, notre soirée d'ouverture, le déroulement, la soirée de clôture. Donc, tu as toi-même assisté là, à l'événement qui était salle comble et comble. Donc, ça a créé vraiment là, une magie dans le festival. Et je pense que c'est le lieu aussi qu'on a pu, comme je te dis, là, réinventer, puis remettre, je veux dire, dans le fond, ouvrir les espaces, puis rendre ce lieu-là accessible avec la lumière qui s'y dégage, puis toute son histoire. Et c'est ça qui est le projet, en fait, là, pour l'avenir. Ça. Pendant la soirée de clôture, vous avez présenté un film collectif, on pourrait dire, qui a été réalisé par les étudiants de l'école de cinéma d'été. C'est la première fois que vous faites ça? Oui, vraiment la première fois. Et ça a été un coup de cœur absolu des cinéastes, des cinéphiles, en fait, qui étaient présents. Des cinéastes invités qui ont découvert vraiment des portraits documentaires. Parce que tu parles de l'École de cinéma d'été de Percé, qui est une autre réalisation du Festival des Perséides. On a initié cette école de cinéma, une formation de 7 jours en 2018. Et là, c'était la 3e édition cette année. Donc, une école de cinéma documentaire auquel tu as participé d'ailleurs, avec le cinéaste Hugo Latulippe. Et lui, il vous a donné comme un devoir, dans le fond, de réaliser des petits portraits documentaires dans la communauté. En tout cas, une sorte de cadavre exquis où vous deviez vous inspirer de la fin d'une image de l'autre réalisateur, étudiant. Et ça a donné, pour moi, ça a vraiment donné comme un portrait du littoral humain, vraiment du Grand Percé, de la MRC du Rocher-Percé. On rentrait dans une poissonnerie, on rentrait chez un marchand, on est allé au musée, le Chaffaut, on est allé sur la plage avec le grand directeur de la photographie, Pierre Mignot, qui habite en Gaspésie. On a vraiment... C'est magnifique. Là, tu me parles de ça, puis on est encore sur le coup de cœur de ce film collectif qui a été réalisé par les étudiants d'Hugo Latulippe, puis on va le représenter là, en septembre, justement, pour pouvoir le partager le plus possible avec les gens d'ici, parce que ça parle de nous, là, ça parle de la région, et ça a été magnifiquement réalisé aussi au niveau sonore, et au niveau, il y a de l'humour, il y a de la profondeur, il y a de la poésie, il y a vraiment tout ce que le territoire ici offre en termes de propositions maritimes et humaines, je dirais. Donc, et le public aussi, la réponse à cette réalisation-là était... ils étaient conquis. Vous avez reçu une ovation. Hein? C'est pas moi qui l'ai demandé. Je pense que les gens se sont sentis touchés et concernés par les histoires qui étaient racontées. Puis on était vraiment dans le cinéma documentaire gaspésien, là, dans le fond, parce que l'école de cinéma accueille des professionnels, des artisans d'ici, mais il y avait beaucoup d'artisans de l'extérieur, donc qui ont
eux-mêmes plongés dans des histoires gaspésiennes à raconter. Donc ça, c'est vraiment c'est un trésor, là. Vraiment, je pense qu'il faut le diffuser, il faut le montrer. Là. Je dois écrire à Hugo Latulippe, justement, là, pour la suite du monde de ce beau documentaire. Est-ce qu'il y a un titre? Je ne sais pas. Je pense que oui, Constellation. Oui, ça s'appelait Constellation pour faire référence aux Perséides et aussi... C'est vrai? Parce que c'est plusieurs sujets différents qui forment un tout. Magnifique titre. Ben oui, au début là, du film, on voit ça. Donc voilà, ça va être projeté et à voir sur grand écran, bien sûr, ici à la salle de cinéma des Perséides. C'est encore, je dirais, une expérience encore plus belle et plus enrichissante. Maintenant, pendant la soirée, vous avez remis cette fois-ci, vous avez remis des trophées qui ont été faits par un artisan de la région. Oui. En fait, on a remis 7 prix lors de la soirée de clôture le dimanche 21 août ici. Puis justement, dont 2 prix hommages, des prix aux meilleurs films qui étaient présentés dans le cadre du 14e festival. On a créé comme un comité avec Danny Gaz de Percé, qui est notre coordonnateur, aussi Pierre-André Vézina, qui est notre concepteur, designer de l'espace ici. Et ils sont allés rencontrer un artiste de Percé bien connu, Oiseau, qui est un artisan bijoutier vraiment très, très populaire auprès des visiteurs et tout ça. Et ça a donné justement là, des superbes trophées en boîtelage où on a pu inscrire là, le logo du festival, une étoile. Et donc ces trophées-là vont être envoyés, vont être acheminés là, aux réalisateurs qui ont gagné des prix. Et on les a offerts sur place à Joanie Lafrenière, entre autres, qui a gagné le prix du meilleur documentaire pour le Gabard. Donc, elle a été absolument touchée. Puis on a remis 2 prix hommages, dont un à Micheline Lanctot, qui était notre présidente d'honneur et qui a présenté le film La vraie nature de Bernadette avec une classe de maître aussi, qui était un moment exceptionnel, ici, le 20 août. Et on lui a remis un hommage, parce que ça fait 50 ans qu'elle avait tourné dans ce film-là. Donc, c'est toute une histoire. C'est un film déterminant pour sa carrière d'actrice aussi, puis de réalisatrice. On a rendu hommage aussi à un pionnier du cinéma en Gaspésie, M. Louis Roy de Port-Daniel, qui a été, je dirais moi, un initiateur vraiment incroyable pour le cinéma en Gaspésie, parce que moi-même, originaire de Newport, je me souviens que dans mon adolescence, on allait au cinéma à Port-Daniel, on allait au cinéma à Parbeau, il y avait un cinéma à Gaspé, il a ouvert, en tout cas dans les années 60-70, près de 7 cinémas, dont 2 cinéparcs, un à Parbeau, un à Bonaventure. Donc, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour le développement des publics du cinéma. Et on l'a fait venir, donc, de Port-Daniel. Il était accompagné d'un ami du festival, Frank Sweetman, qui l'a amené ici. On lui a remis le trophée. Il a été absolument touché. Il a reçu le trophée en même temps que celui de Micheline Lanctot, à qui on avait remis le trophée hommage. Et on voulait souligner, d'une certaine manière, l'apport important des artisans de la région, parce que souvent, on oublie qu'il y avait autant de salles de cinéma en Gaspésie qu'il y en avait dans d'autres régions du Québec. Et aujourd'hui, il y en a moins. Nous, on a un autre projet de salle de cinéma d'art et d'essai, un nouveau projet. Donc, ça vient là ouvrir puis rendre accessible là, maintenant aussi le cinéma d'auteur sur grand écran, parce que c'est l'expérience du cinéma, ça reste une salle obscure avec une projection sur grand écran, une expérience collective où on peut parler après, rencontrer des gens, discuter et du film qu'on vient de voir. C'est ça l'importance des salles de cinéma. Moïse Marcoux-Chabot, qui a présenté ici son documentaire à Moyage l'an passé, a ouvert une petite salle de cinéma d'auteur, justement, à Mont-Louis. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait prendre de l'envergure, si on veut? Ça, c'est la plus belle nouvelle qu'on peut avoir en Gaspésie quand il y a un artisan, un réalisateur comme Moïse Marcoux-Chabot qui ouvre à Mont-Louis un nouveau ciné-club, en fait, qui s'appelle Temps d'écran.
et qui présente là, justement à la Pointe-Sec, qui est un espace culturel aussi très dynamique là, du côté nord de la Gaspésie. Et donc, on devient complémentaires, on collabore ensemble, même pour le film de Joanie Lafrenière. Il a été projeté ici, Gabard, le dimanche, et elle, le lendemain, elle partait présenter justement son documentaire à Mont-Louis dans la salle de cinéma, là, temps d'écran de la Pointe-Sec. Donc, je pense que ça peut donner des idées à d'autres. Parce que la Gaspésie, il ne faut pas oublier que c'est un immense territoire. Hein. Je veux dire, quand tu fais le tour, là, on est à près de 900 km à partir de Sainte-Flavie, puis refaire le tour par du côté nord, puis le parc Forillon. Donc, il y a de la place, je pense, aujourd'hui, en 2022, pour des petites salles de cinéma qui permettent aux gens vraiment là, d'avoir accès à des projections de films de qualité. Sur grand écran. Quelque chose qu'on peut ajouter? Bien, écoute, moi, on est encore, nous, dans les bilans de la 14e édition. Ça a été, et comme on était à la 14e édition, l'an prochain, c'est le 15e anniversaire du Festival des Perséides. Donc, ça va marquer, je pense, un temps important dans l'histoire du festival. Et déjà, l'équipe est à l'œuvre pour préparer parce que ça va être un événement vraiment spécial l'an prochain. Je pense qu'on va avoir l'occasion de vous faire part là, de toutes les activités, des festivités surtout, qui vont avoir lieu là, en août 2023. Mais disons que là, cette année, là, l'équipe, je pense les cinéphiles, le festival, le conseil d'administration, tous ceux qui participent de près ou de loin à ce festival-là est vraiment heureux, puis au diapason, puis on va continuer pour l'accessibilité du cinéma d'auteur en région, parce que c'est notre premier mandat de mettre en lumière ce cinéma ici en Gaspésie. François Cormier, directeur artistique du Festival des Perséides, merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous d'être venu nous voir. Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Elsa Pépin nous fait un bilan des activités de cette saison au parc du Bourg de Pavot et nous parle de son coup de cœur Amphithéâtrum, le machin collectif. Alors bonjour Elsa, comment vas-tu? Très bien, et vous? Très très bien, merci. Écoute, on se parle maintenant parce que votre saison est terminée, mais on aimerait ça, si tu pouvais peut-être nous faire un reflet de votre saison et nous parler peut-être un petit peu s'il y a eu des nouveautés, qu'est-ce qu'il y a eu comme nouveauté. Et puis, s'il y a eu aussi des coups de cœur dans votre programmation estivale, peut-être nous faire un petit tour avec tout ça? Oui, tout à fait. En fait, on a eu une saison qui était peut-être pas à la hauteur de nos espérances en termes d'achalandage, mais c'est le cas un petit peu partout dans la région. Là. Tout de même, là, ça ne rencontre pas les standards qu'on s'était fixés, du moins pendant la COVID, là, l'année dernière et la précédente. En revanche, là, ça reste tout de même bien. On a revu des clientèles qu'on n'avait pas vues depuis quelques années, ce qui est très, très plaisant là, de recevoir à nouveau de la clientèle européenne, des gens du Nouveau-Brunswick, des gens des États-Unis, des Canadiens. Donc, c'était plaisant de revoir cette diversité-là chez nous. Globalement, là, dans ce qui a été nouveau cette année, là, en fait, c'est surtout notre programmation d'activités culturelles estivales. Donc, c'est des activités gratuites. On avait des 5 à 7 tous les vendredis au restaurant qui étaient à thématique un petit peu plus rythmée que nos samedis. Donc, on avait de la musique, on a eu du jazz, donc différents styles de musique, du slam, de l'art performé. Donc, c'est des belles performances culturelles. On avait également tous les samedis dans l'après-midi des ateliers un petit peu plus en lien avec notre histoire, étant donné qu'on est quand même une institution muséale agréée, donc on est un centre d'interprétation historique et archéologique, ça se reflétait dans notre programmation. Donc, les gens ont pu faire, notamment là, ce qui a été beaucoup apprécié, c'est l'atelier de capteurs de rêve donné par Guespeg. On a eu quelques conférences également là, de Jean-Marie Fallu, Jean-Marie Thibault, du Comte, puis notamment le dernier événement, celui-là qui a clôturer notre saison de programmation, finalement, c'était Amphithéâtrum de Karine Leblanc et tout son collectif, donc le Machin collectif. Ça a été une superbe activité qui a utilisé l'ensemble de la plage du bourg. On a eu plus de 45 personnes qui sont venues voir la représentation. C'était une très, très belle performance. Ça a été énormément apprécié. Ça a attiré une clientèle beaucoup plus axée sur la culture. Là. C'était très, très intéressant de voir ce regroupement-là.
Puis peut-être que c'est un petit peu tôt d'en parler comme ça, mais la projection pour l'année prochaine, si vous avez des projets ou si c'est des souhaits, c'est vers quoi? Est-ce que vous voulez reproduire un peu ce que vous avez fait cette année? Oui, on souhaite relancer cette programmation-là. On a trouvé ça très, très plaisant. Puis en fait, les gens commencent à comprendre la récurrence puis à savoir que ça revient d'année en année puis que c'est tous les vendredis et les samedis. Donc, on souhaite remettre ça sur les rails pour l'année prochaine également. Donc, avoir des nouvelles performances, des nouveaux ateliers, puis des nouveaux groupes qui vont pouvoir nous jouer de leur musique. Donc, on commence déjà à travailler sur la prochaine. Ça devrait revenir sans problème pour l'année prochaine. On a bien hâte de recevoir encore tous ces gens-là ici. Puis, rappelons-le, c'est des activités gratuites. Ça fait partie de notre mission aussi muséale, c'est-à-dire de diffuser la culture d'ici, d'endosser notre rôle de diffuseur culturel. Donc, c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir mettre ça en place. Et justement, où est-ce que les gens peuvent trouver l'information pour justement avoir accès à la programmation? Principalement en suivant sur les médias sociaux. Donc, les événements sont tout inscrits là, dans les événements Facebook. Puis, notamment, on va également les publier à chaque semaine, là, ceux qui s'en viennent. On les affiche un peu partout. Cette année, les gens ont pu recevoir un petit carton dans la poste avec la programmation. Donc, on devrait pouvoir refaire la même chose l'année prochaine également. Puis, ça va être aussi disponible sur le site Web. Et pour terminer, est-ce que toi, tu vas nous partager ton coup de cœur de cet été par rapport à votre programmation? Mon coup de cœur personnel, en fait, ça va être également le machin collectif. Là. C'est le genre de performance que je souhaitais pouvoir accueillir ici au Bourg. Puis, j'ai été vraiment contente de voir à quel point ça s'harmonisait bien avec notre milieu et notre environnement naturel. Est-ce que pour ceux qui n'ont pas du tout eu écho à quoi ça ressemble, peux-tu nous faire un reflet à quoi ressemblait un peu cette représentation-là? Je crois qu'il faut l'avoir vu et vécu pour bien comprendre ce que c'était en fait, mais c'était un mélange de disciplines culturelles avec une histoire profonde. Puis en fait, chaque personne qui pouvait observer la performance faisait ses propres déductions, puis ça touchait chaque personne d'une façon différente en fait. Donc, c'était un très, très bel atelier. Bon, merci beaucoup en tout cas. Puis on se reparlera peut-être au printemps prochain pour être plus à jour sur la programmation à venir. Excellent, ça va être avec plaisir. Merci. Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Le maire de Grande-Rivière, Gino Cyr, nous fait un reflet des dossiers en cours à la ville. Bonjour Gino, comment vas-tu? Bonjour Marc, ça va bien? Tu as passé un bon été? On va passer une belle été, oui. Ouais. Écoute, on voulait faire un peu une mise à jour, profiter de t'avoir là en ce moment pour faire une mise à jour un peu des dossiers dont on s'était parlé juste avant la saison estivale. Il y avait un grand dossier qui concernait le réseau d'égouts d'Aqueduc. Est-ce que tu pourrais nous faire une mise à jour là-dessus? Mais écoutez, là, on est rendu au mois de septembre. Là. C'est sûr qu'il y a eu des délais supplémentaires qui n'étaient pas nécessairement sous notre contrôle, là, parce qu'il y a un entrepreneur, là, Michel Leclerc, qui est en charge du dossier. Donc, il fait en sorte qu'étant responsable du dossier, nous, là, on avait moins accès là, à la facilité pour faire certains travaux. Il y a un gros travail qui a été fait au niveau administratif, là, autant par Ken puis Philippe Moreau, le nouveau directeur des travaux publics, pour s'assurer de faire un bon suivi avec les 127 résidents là, touchés, parce qu'il y en a qui ont un service. La rue du Moulin, ils vont bénéficier de 2 services. Donc, écoutez, là, il y a un gros travail qui a été fait. Présentement, ils sont là, Eurovia est en train de faire de l'asphaltage là, sur la plupart des rues. Il y a plusieurs résidents qui ont entamé les travaux pour faire les branchements. Donc, je sais qu'il y avait eu beaucoup d'informations qui avaient été données là-dessus, mais je vous dirais qu'il y a eu un suivi là, quotidien de l'administratif pour s'assurer du bon fonctionnement, autant avec le surveillant de chantier, la firme d'ingénierie. Mais il y a eu des petits problèmes, mais écoute, je pense qu'on a toujours été en mode solution. Écoutez, c'est un gros projet. Hein, ça fait plus de 20 ans que les gens l'attendaient. J'ai d'excellents commentaires jusqu'à présent. Donc là, on est comme un peu dans la finalité avec Eurovia, s'assurer qu'au niveau de l'asphaltage des principales artères,
Donc, rue du Moulin, Horizon, Bellevue. Donc, il y a des branchements. Les gens sont contents. Donc, moi, j'avais demandé à TV communautaire de prendre des images là, par drone. Donc, il va y avoir des images. Je pense que la prochaine fois, là, je pense pas qu'aujourd'hui, on va avoir les images, là, mais c'était de montrer un peu en cours de travaux, puis le produit final, qu'est-ce que ça a apporté comme produit final au niveau de l'asphaltage. Donc, c'est un beau projet. Écoutez, là, on est bien content parce que c'est un dossier là, qui est de plus de 20 ans. Donc, très fier du conseil ainsi que le personnel. Puis, on ne se le cachera pas, là, notre directeur général, M. Ken Moreau, là, fait beaucoup partie de la réussite de ce projet-là. Oui, parce que comme tu dis, c'est quand même un chantier d'envergure, là. Hein? C'est un chantier d'envergure, puis je vous dirais qu'il y a beaucoup d'ententes, là, de servitude avec les citoyens. Donc, les gens ont beaucoup collaboré. Donc, il y a beaucoup d'ententes. On avait mis aussi un projet de possibilité de permettre là, à les gens de bénéficier d'un certain aide de la municipalité en mettant le coût de branchement sur leur compte de taxes. Donc, ça, c'était un travail supplémentaire. Qui avait été exigé. La Ville a voulu le faire parce qu'on voulait tout offrir les avantages à l'ensemble de la population. Il y en a qui sont servis de ça. La plupart des gens sont satisfaits. Puis, parallèlement à ça, on avait élaboré un autre projet pour aller chercher 1 million supplémentaire au niveau de l'asphaltage pour être en mesure de pouvoir asphalter là, une bonne partie du secteur au complet. Donc, écoute, au niveau de l'asphaltage, présentement, là, le secteur ouest, c'est en train de se faire. Puis, je pense qu'aujourd'hui même, ils sont en train d'asphalter la rue de l'Azur, une partie de la rue de l'Azur. Donc, c'est un projet là, que la Ville a décidé de mettre un budget de 50 000 $ supplémentaires, étant donné qu'il y avait des constructions de maisons, de pouvoir au moins cette année de faire un premier asphaltage dans le secteur de Port-Beau. L'an passé, on avait réussi là, à préparer le fond de la rue avec le matériel qui avait été sorti de l'aéroport. Donc, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Donc, là, je pense que les gens commencent à voir les résultats. Là, puis avec la construction des maisons sur la rue de l'Azur, va faire en sorte, ça va être un incitatif supplémentaire à la Ville là, pour être en mesure de s'assurer d'avoir des budgets pour pouvoir finaliser là, l'asphaltage de la rue de l'Azur. Là, parce que je profite que tu parles un peu de l'aéroport et tu voulais nous faire aussi une mise au point là-dessus. Au niveau de l'aéroport, moi, c'est sûr, en tant que maire qui est là depuis 2017, quand je suis arrivé, qu'il n'y avait pas nécessairement de projet sur la table, avec toute la planification et tout le travail qui a été fait là, depuis les 4 dernières années. Donc, aujourd'hui, on parle du dossier du réseau d'égouts locaux qu'on vient d'expliquer. Super de beaux projets là, pour avoir une certaine qualité de vie pour une partie de la population de Grande-Rivière. Le projet de l'aéroport Rocher-Percé, projet d'investissement de 11 millions. Hier, on a eu là, on a mis de l'avant là, l'affichage pour l'agrandissement de l'aéroport, qui est pratiquement l'étape finale avant d'éventuellement avoir des transporteurs aériens qui vont être desservis à partir de l'aéroport Rocher-Percé situé à Grande-Rivière. Donc, c'est un projet que ça faisait plusieurs années aussi, là, qu'on voulait travailler. Dans les autres gros projets, un autre dossier que je voulais parler, la municipalisation du parc de Grande-Rivière. Donc, j'ai signé le protocole d'entente avec le MAPAC là, la semaine passée. Il faut le signer avant le 5 septembre, dans lequel on va avoir une contribution de 4,7 millions du MAPAC pour entamer déjà les premières phases. Donc, la grosse problématique qu'on avait, c'était la mise à niveau de l'émissaire en mer. C'est un peu là, les rejets là, des eaux usées dans notre hors de pêche. Donc, là, présentement, là, on a déjà là, on a le financement, puis on va avoir du financement pour avoir des ressources qui vont pouvoir accompagner la municipalité pour la mise à niveau de l'émissaire en mer. Donc, puis le fait de transférer aussi les terrains à la municipalité. Donc, on avait des projets sur la table présentement, entre autres, FIPEC a un projet d'agrandissement. Donc, puis à l'intérieur de ça, on est toujours en attente aussi de notre projet là, de la zone bleue, que je m'attends d'avoir des nouvelles au mois d'octobre, donc qui implique là,
Beaucoup d'investissements, puis je vous dirais que l'avenir peut être porteur pour la ville de Grande-Bière. Là, on parlait un peu de bien-être pour la communauté. Là, tu voulais parler aussi de la piste d'athlétisme. Alors, c'est quoi exactement? Oui, la piste d'athlétisme, comme vous le savez, quand il y a eu le COVID, éventuellement, il y avait des programmes spécifiques là, ponctuels qui avaient été mis de l'avant. Il y avait possibilité d'aller chercher du financement pour des infrastructures là, communautaires. Donc, nous, à Grande-Bière, étant donné qu'on avait là, un club d'athlétisme, un club de marche, on a aussi là, le rond autour du terrain de golf est utilisé aussi par les gens du CIS pour à mobilité réduite ou bien les gens qui avaient fait un AVC, n'importe quoi, qui avaient besoin de prendre l'air dans un environnement sécuritaire. Donc, on avait aussi là, la clientèle des joies de vivre. Donc, puis les personnes âgées, là, que tout ça dire qu'il y avait un programme, qu'il y avait possibilité d'avoir des infrastructures, puis une piste d'athlétisme, c'était admissible. Donc, on a élaboré un projet assez rapidement qui a été déposé. Coût de projet de 700. Présentement, aujourd'hui, on parle de 750 000, mais qu'on était capable d'aller chercher une subvention de 500 000 qui a été bonifiée parce qu'il y a eu un petit dépassement de coût là, par d'autres partenaires financiers. Mais cette acquisition-là, cette infrastructure-là, je vous dirais, c'est une super de belle acquisition pour la ville de Grande-Bière. Parce qu'en plus de desservir puis d'offrir là, une infrastructure là, de pointe supplémentaire à la municipalité, ça va nous permettre aussi, avec l'agrandissement du gymnase à Grande-Bière, un Bon Pasteur, éventuellement d'avoir des infrastructures de pointe pour être en mesure d'accueillir des activités sportives là, comme les Jeux de l'Est du Québec ou les Jeux de l'Est régional. Ça veut dire que pour des compétitions, que ce soit au niveau à l'extérieur ou à l'intérieur, volleyball, badminton ou athlétisme, fait en sorte que Grande-Bière va être une ville d'accueil pour accueillir ces jeunes-là de compétition. Ça veut dire que c'est des belles retombées économiques directes et indirectes pour le milieu. Et là, on parle d'un projet accessible à la population pour quand? Le projet, présentement, là, ça aussi, il y a eu la première phase là, au niveau de l'asphaltage, ça a été fait. Puis là, il faut attendre à peu près 30 jours avant de mettre la couche là, caoutchoutée sur le revêtement là, qui fait un peu le produit final. Donc ça va être fait là, normalement là, début octobre. Donc, faut réaliser tous ces travaux-là avant le 31 décembre. Mais à partir de l'année prochaine, là, on va avoir une belle piste d'athlétisme là, accessible de 375 mètres conforme là, pour que ce soit là, pour l'utilisation, là, peu importe les utilisateurs, puis pour les compétitions, il n'y a pas de problème. Puis, pour terminer, j'aimerais là, juste, Marc, si tu me permets, je sais que j'ai parlé beaucoup de dossiers, mais ce qui est important, c'est que jeudi, le 8 septembre, il va y avoir là, l'activité à Grande-Rivière. Donc, il va y avoir le show de la rentrée. Donc, pour les gens qui ne le savent pas, cette année, l'EPAC va célébrer leur 75e anniversaire. Donc, durant toute l'année, il va y avoir des activités. Au mois de juin aussi, il va y avoir un gros buffet. Donc, la ville est partenaire. Donc, durant l'année, il va y avoir plusieurs activités. Mais spécifiquement, à partir de demain soir, donc c'est invité à l'ensemble de la population, les gens du secondaire, les jeunes, la population en général sont invités. Possibilité d'acheter des billets à l'entrée au coût de 20 $ en pré-vente sur le Facebook. Là, j'ai partagé le lien, la ville a partagé le lien, l'EPAC a partagé le lien. Donc, c'est 15 $ en pré-vente. Pour les étudiants, c'est un montant de 10 $. Donc, c'est la bande de la vieille usine là, qui va ouvrir là, le spectacle suivi du DJ chez nous. Donc, c'est une belle activité. C'est c'est en lien aussi avec le début de l'entrée scolaire là, des étudiants au cégep de l'EPAC. Donc, c'est la première activité. Donc, j'invite la population de venir là, à cette activité-là pour venir encourager là, autant là, le personnel de l'École des pêches puis d'accueillir les étudiants à l'École des pêches.
Donc ça, c'est l'activité de demain. Est-ce que si j'ai bien compris, c'est tout un événement, plusieurs événements qui vont avoir lieu tout au long de l'année scolaire, en fait, à ce moment-là? C'est ça, parce que le 75e, là, il y a un comité qui est en place dans lequel le directeur général en fait partie, mais il va y avoir une programmation, donc il va y avoir là, plusieurs événements, puis éventuellement, là, vous allez voir des choses qui vont apparaître au centre de la ville, des oriflammes, etc., pour souligner le 75e de l'École des pêches. Merci beaucoup, Gino, pour ton temps. Et puis, on se reparlera sûrement le mois prochain pour faire encore une mise à jour des dossiers. Oui, ça va me faire plaisir. Par contre, là, pour la séance du mois de septembre, ça va être le pro-maire, M. Gaston Leblanc, qui va présider l'Assemblée parce que pour cette semaine-là, je vais être à l'extérieur de la région. Parfait. Merci beaucoup, Gino. Ça fait plaisir. Bonne journée. Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Ancrée en Gaspésie depuis 1948 et déployant une offre de formation partout au Québec, l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec EPAC lancera officiellement les festivités de son 75e anniversaire lors du spectacle de la rentrée le 8 septembre au complexe sportif de Grande-Rivière. Ce rendez-vous est ouvert à toute la population. Robert Nicolas nous en dit un peu plus. Alors bonjour, mon nom est Robert Nicolas. Moi, je suis responsable du bureau École-Industrie à l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec. Bon, alors, on a reçu le communiqué, puis on s'est dit que déjà 75 ans, c'est pas rien. Il y a plusieurs générations qui ont dû se succéder là pour se faire former, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais pour recevoir de la formation avec des cours qui ont attrait autour de la pêche. Alors, j'ai même vu qu'au début, on donnait des cours de cuisson du poisson aussi. Est-ce que vous pourriez nous faire un reflet un peu de ce qu'a traversé l'école avant qu'on aille peut-être parler plus en détail de l'événement de demain? Oui, d'accord. Comme vous le savez, 75 ans d'histoire, c'est quand même pas rien. Puis avec la rentrée scolaire de l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec qui s'est mise en branle depuis la mi-août et qui va se poursuivre jusqu'en juin 2023, on est bien fiers de cela parce que c'est quand même toute une page d'histoire qui est marquée. Puis, il faut se rappeler qu'à l'époque, l'école a vu une naissance en 1948. C'est quand même très loin. Et puis, à l'époque, l'école avait peut-être un mandat ou des missions qui étaient un peu plus différentes de celles qu'on a aujourd'hui. Puis, la création de l'école en 1948 coïncidait aussi avec le développement, si vous voulez, des pêches commerciales au Québec. Puis, je pense que à l'époque, l'école a quand même été un partenaire de premier plan pour l'industrie qui en était à ses premiers balbutiements. Comme vous l'avez mentionné, elle portait bien son nom aussi, une école d'apprentissage en pêcherie. Oui, il y avait des cours qui étaient destinés à des gens qui étaient reliés d'une certaine façon, de façon assez près de l'industrie de la pêche, mais aussi il y avait des cours pour les gens en mécanique marine, des cours de secouristes, de natation. Il y avait même aussi des éléments de menuiserie, de dessin industriel, de soudure. Alors, on avait quand même un mandat assez large au départ, puis fait quand même surprenant. En 1948, on peut dire que pour sa première année d'opération, il y a au moins 836 personnes qui s'étaient inscrites à l'école d'apprentissage. C'est quand même pas rien quand on regarde ça avec un peu de recul, là. C'est un chiffre qui est quand même vraiment impressionnant pour l'époque. Oui. Puis après ça, de 1948 à aujourd'hui, l'École des pêches a changé d'appellation, comme vous avez pu le constater, à 6 reprises. Ça s'explique entre autres par des missions ou des mandats qui se sont précisés ou bonifiés durant toutes ces époques-là. Et ça coïncidait toujours avec le développement d'une industrie des pêches qui avait des besoins de plus en plus sophistiqués. Il fallait, comme institution, s'adapter à cette réalité-là, des besoins exprimés à l'époque par les secteurs traditionnellement de la capture de la pêche et aussi de la transformation des produits de la mer. Au fil des ans, se sont ajoutés d'autres mandats avec aussi l'arrivée de, le développement de l'aquaculture en eau douce et en eau salée. Donc, l'école s'est vue confier d'autres missions. Il a fallu adapter ou développer des nouveaux programmes justement pour correspondre à cette industrie-là. Il y a une chose pour laquelle on est très fiers, c'est que
l'école des pêches, qu'on appelle aujourd'hui communément l'EPAC, est l'une des 5 écoles nationales au Québec. Puis c'est la seule institution d'enseignement qui a un mandat principal d'offrir de la formation professionnelle et technique en pêche professionnelle, en transformation des produits aquatiques, en aquaculture et en mécanique marine. Et pour faire un comparatif avec les débuts, il y a à peu près combien d'inscriptions de gens qui viennent suivre des formations aujourd'hui? Dans les dernières années, c'est environ plus ou moins une centaine d'étudiantes et d'étudiants qu'on reçoit chaque année, qui est des gens qui s'inscrivent dans les programmes comme j'ai mentionné un peu plus tôt. On a également aussi la visite d'étudiants étrangers dans les dernières années, entre autres des étudiants et des étudiants français qui nous proviennent de lycées français, qui viennent terminer leur parcours scolaire en s'inscrivant à notre programme d'études collégiales en aquaculture ici à l'EPAC. Ça a été une belle réussite. Puis, c'est entre autres grâce aussi à la formation à distance aussi qu'on peut offrir parce que l'école, oui, elle est bien ancrée dans son milieu en Gaspésie depuis 1948, mais elle a évolué aussi au niveau de ses plateformes d'enseignement. Puis l'école, avec sa maison mère, le Cégep de la Gaspésie et des Îles, on peut dire qu'on a été parmi les cégeps précurseurs au Québec à utiliser cette nouvelle et à développer ces nouvelles plateformes d'enseignement-là, que sont la formation à distance, qui nous permettent d'offrir des programmes, entre autres en aquaculture, 70% du contenu du programme à distance, et on demande la présence des étudiants pour l'équivalent de 30% du contenu. Ça répond aussi à des besoins à de jeunes étudiantes, jeunes étudiants et même des gens qui sont sur le marché du travail, parce qu'on est quand même très flexible, puis ça répond à des besoins qui ont été exprimés, puis c'est vraiment un beau succès, l'EPAC, le programme en aquaculture. Alors, donc, 75 ans, vous commencez à fêter avec un événement qui va avoir lieu demain soir. C'est entre autres pour ça qu'on se parle aussi aujourd'hui. Mais peut-être avant de parler plus en détail de cet événement, est-ce que j'imagine que c'est tout un programme qui va y avoir au cours de l'année pour souligner les 75 ans? Oui, au cours de l'année, l'EPAC va afficher ses 75 ans à travers différentes activités. On va revenir tantôt sur le spectacle le jeudi soir, le 8 septembre, mais aussi, durant toute l'année, il y a quelques événements qu'on va organiser, entre autres, comme en novembre, le souper traditionnel de moules. On sait que, dans les 2 dernières années, on était pris avec la pandémie, puis on a trouvé de cesser cette activité-là, mais déjà, on sent déjà un engouement des gens pour cette activité-là qui nous demandent déjà quand est-ce qu'elle va avoir lieu. Ça va avoir lieu en novembre prochain. On va aussi, dans certaines manifestations ou réunions ou congrès des gens de certains segments de l'industrie de la pêche, être présents, par exemple, au congrès des industriels de la transformation des produits de la mer qui a lieu à chaque année à Québec. On va être là en janvier pour afficher nos couleurs. On va être aussi présent au comité permanent de la sécurité des bateaux de pêche du Québec. L'EPAC est un fier partenaire de l'ensemble des composantes de l'industrie. Ça fait qu'on va tenter d'être présent puis d'afficher nos couleurs. Puis tout ça va être clôturé en juin 2023 avec une grande soirée qui sera un banquet de clôture où là, on va inviter toutes les composantes de l'industrie de la pêche du passé, du présent, puis aussi nos anciens, nos bâtisseurs, le personnel, nos étudiants. Ça va être avec nos partenaires, les ministères, partenaires impliqués. Ça va être vraiment un grand rassemblement, ce qui va venir clore les activités du 75e. Mais on débute ça en grand. Ce jeudi soir, 8 septembre, à compter de 19h au centre récréatif, au complexe sportif Desjardins à Grande-Rivière. On aura ce qu'on appelle le show de la rentrée. Puis ça, on lance l'invitation à nos étudiants, aux membres du personnel et à la population en général des environs. On démarre ça avec un excellent spectacle avec les musiciens. C'est la formation complète du band de la vieille usine. Puis on aura aussi un DJ de chez nous qui est très populaire sous l'appellation de DJ chez nous. Puis en plus, c'est un ancien finissant de l'EPAC. On est extrêmement fiers. Son nom, c'est Louis-Gabriel Sutton.
Puis, on invite toute la population à être présente puis participer à ce coup d'envoi. Ça va être vraiment intéressant. Alors, les gens ont juste à se présenter au complexe et puis acheter leurs billets sur place. Oui, il y a deux façons de se procurer les billets. Vous pouvez les acheter en prévente au coût de 15 $ au www.lepointdevente.com. Ou encore, vous pouvez vous procurer votre billet à l'entrée. À la porte, c'est 20 $. Pour les étudiants, 10 $. Puis pour les jeunes de 11 ans et moins, bien, l'activité est gratuite. Je pense que c'est une belle soirée en perspective qu'on promet aux gens ce jeudi soir. Bon, bah alors on vous souhaite une bonne soirée pour jeudi soir, mais aussi un bon succès pour les festivités durant pour ce 75e. Ben, on vous remercie aussi beaucoup de votre collaboration, puis nous permettre aussi en même temps d'afficher nos couleurs. C'est très apprécié. Merci Robert, puis à bientôt. Merci à toi. Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Depuis des temps immémoriaux, les peuples autochtones de l'Est du Canada et du Nord-Est des États-Unis, dont les Mi'kmaq, récoltent la sève des érables pour la transformer en sirop. Cette sève, au Sisimohonabu, transporte 46 éléments nutritifs indispensables à la vie, à la croissance et à la protection de l'arbre dont elle est tirée, et les Mi'kmaq étaient déjà bien au fait de sa grande valeur énergétique et nutritive. Mon nom est Claudie Carignan. Je suis coordonnatrice pour l'érablière de la Nation Mi'kmaq de Gaspé. Je suis entrée en poste en mars de l'année passée. En fait, de cette année, plutôt. La saison des sucres passée, plutôt. Et puis moi, mon rôle, ça va être de développer l'image de marque autour de nos produits de l'érable, puis développer des produits transformés de l'érable, puis de les commercialiser, trouver des acheteurs, et puis de faire les ventes pour notre sirop d'érable. Alors, cette idée, ça vous est venu d'où déjà, juste pour essayer de commencer à la base, de partir un projet de même? Ben, c'est un projet qui est en tête des gens de la Nation depuis très longtemps. Je peux même dire pratiquement 20 ans, parce qu'on connaissait on connaissait la présence de l'érablière là, sur les terres ici publiques derrière Cortoréal. Et puis, ça fait longtemps que c'est un projet qui voulait voir le jour, mais pour plein de raisons, c'était pas encore possible. Puis, disons que ça fait 2 ans que l'érablière est vraiment construite et puis qu'on produit du sirop d'érable. Mais il y a eu beaucoup d'efforts mis en amont pour que ce projet-là voit le jour. Et puis, en réalité, pourquoi la sériculture pour la Nation, c'est que c'est aux Autochtones qu'on doit la découverte du sirop d'érable, et donc c'est pour faire revivre la tradition ancestrale de la production du sucre d'érable. Alors justement, pour parler un peu de tradition, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'image de marque aussi que vous avez choisie et du nom pour ce produit-là, de l'érable? Oui, on a choisi le nom Sigowegis qui désigne la saison du printemps. La langue Mi'kmaq, c'est vraiment une langue descriptive, donc il faut pas juste comprendre ce printemps, mais vraiment tout ce qui englobe le printemps. C'est le nom qu'on a choisi parce que c'est le premier cycle annuel dans la culture Mi'kmaq. C'est un cycle qui représente le renouveau, le printemps, la vie qui revient. Puis tout ça, puis c'est une saison des fêtes aussi, comme la saison des sucres, c'est toujours synonyme de fête. On voulait représenter ça dans le nom de l'érablière. Ensuite, sur le logo, on peut voir en arrière-plan la feuille d'érable. Évidemment, parce qu'on va travailler dans le domaine acéricole. Ensuite, il y a l'étoile autochtone pour afficher les couleurs autochtones de notre produit. Ensuite, on voit un cercle qui est en noir qui représente le soleil pour honorer l'importance du soleil dans la fabrication du sirop d'érable. Et puis, la décoration qu'on voit en premier plan, c'est une décoration d'origine Mi'kmaq qui servait surtout à décorer soit les paniers, soit les habits traditionnels. Donc, on voulait le réutiliser là, dans nos produits également.
Et puis, on marque aussi sur notre bouteille, on a marqué Sesamo Honabu, qui veut dire sève d'érable, et donc sirop d'érable, parce que la sève d'érable, c'est du sirop d'érable réduit. Alors justement, quand on pense à érablière, on pense à sirop d'érable, mais est-ce que vous allez aussi développer, ou peut-être c'est déjà fait, mais développer d'autres produits à partir de la sève d'érable? Oui, ben c'est sûr qu'on va toujours développer des produits à partir plutôt de sirop d'érable, mais donc de sève d'érable, on parle toujours de ça. Mais oui, on a un beurre d'érable, entre autres, qu'on va commercialiser bientôt. On veut aussi développer du sucre d'érable granulé. On veut faire des produits dérivés comme des noix pralinées à l'érable. On veut faire des bonbons à l'érable. On veut faire du popcorn à l'érable, des tartes au sucre à l'érable. Mais c'est sûr que c'est des produits qui vont arriver peu à peu sur le marché parce que on veut pas aller trop vite. On veut bien faire les choses. Donc, pour l'instant, cette année, ça va être surtout notre sirop d'érable et le beurre d'érable. Alors, c'est quoi le territoire lequel vous voulez couvrir pour la vente de ce produit? Ben, on va commencer, c'est sûr, localement, autour de Gaspé, s'étendre un petit peu. On aimerait ça couvrir toute la Gaspésie assez prochainement. Puis, si notre projet avance bien comme on le souhaite, ben, on pourrait s'étendre à la grandeur de la province. Puis techniquement, sur le terrain, qu'est-ce que ça demande au niveau pour faire rouler l'érablière, au niveau de nombre d'employés, puis pour combien de temps? Ben, en ce moment, c'est sûr qu'on emploie même des bûcherons actuellement. Là, à l'heure où je vous parle, il y a des gens qui travaillent dans l'érablière parce qu'on aménage une autre section pour agrandir puis avoir plus d'entaille. Donc, tout l'été, on a eu des bûcherons qui travaillaient occasionnellement sur le projet d'aménagement de l'érablière. Sinon, en saison, ben nous, notre saison commence autour de février pour l'entaillage des érables, puis pour être prêt pour quand les érables vont se mettre à couler là, pour que tout fonctionne. Puis ça s'étend jusqu'à la mi-mai environ. Ça, c'est vraiment pour la partie production. Puis après ça, pour la partie transformation, ben tout l'été, on a eu quelqu'un qui faisait l'embouteillage pour nous. Puis, on a fait aussi du beurre d'érable. Donc, ça a pris une bonne partie de l'été là, pour faire ça. Puis, c'est sûr que plus la quantité de sirop d'érable va augmenter, la quantité produite par année, ben plus on va pouvoir embaucher longtemps quelqu'un pour la transformation parce que plus on va avoir de sirop d'érable, plus ça va être long à transformer, évidemment. Donc, en fait, ça veut dire que votre produit est déjà, on peut le trouver déjà en vente, c'est ça? On peut trouver le sirop d'érable. En ce moment, on a seulement un point de vente qui est le site d'interprétation de la nation Mi'kmaq de Gaspé à Pointe-Navarre, dans la boutique à l'intérieur du site. On attend encore des emballages, des étiquettes, puis des choses comme ça pour commercialiser les autres formats de sirop d'érable puis notre beurre d'érable. Mais dès qu'on reçoit ça puis qu'on arrive à étiqueter nos produits, on va pouvoir s'étendre dans d'autres commerces. En tout cas, merci beaucoup, Claudie, pour ton temps. Puis on vous souhaite un bon succès dans cette nouvelle entreprise. Mais merci à vous. Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Nous recevons Nathalie Drapeau qui nous parle de la vente de matériaux issus du projet de déconstruction de l'ancien BMR qui aura lieu ce samedi de 9 à 15 heures pour les citoyens de Grande-Rivière et dimanche pour tous à ce même horaire sur le site. Alors bonjour Nathalie, comment vas-tu? Ouais, ça va très bien. Alors là, on se rend compte parce que dans le projet un peu de la ville de Grande-Rivière, il y a des mouvements qui se font au niveau des bâtiments. Avec la nouvelle caserne de pompiers qui devrait s'installer dans le fond, dans la partie où était l'ancien BMR. Maintenant, j'ai vu passer qu'il y avait une possibilité de récupération des matériaux. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus d'informations à ce sujet? Oui, exactement. C'est la ville de Grande-Rivière, donc, qui avait comme intention de récupérer cet espace-là. Et la région, on a proposé un projet en collaboration avec la ville de Grande-Rivière. On a proposé un projet de déconstruction des bâtiments au lieu d'avoir une approche démolition pure et simple. Donc, l'idée de la déconstruction, c'était d'être récupérer les matériaux, les conditionner en partie,
et les rendre intéressants pour le réemploi, donc auprès et des citoyens et de l'ensemble de la communauté de la MRC du Rocher-Percé. Alors, ce projet-là, il y a un premier bâtiment qui a été déconstruit pendant le mois de juillet-août et on a travaillé beaucoup là, sur la préparation des matériaux. Et la première vente va avoir lieu cette fin de semaine, donc la fin de semaine du 17-18 septembre. Alors, le samedi, on va rendre les matériaux disponibles aux citoyens qui vont vouloir venir en acheter. Le samedi, ça va être pour les citoyens de Grande-Rivière. Puis le dimanche, ça va être ouvert à l'ensemble de la population de la MRC du Rocher-Percé. Alors, c'est ça l'idée du projet. C'est super intéressant. Moi, j'imagine que c'est plus facile de démolir, de rentrer dans le tas et de faire tomber ça. Je comprends ça. Est-ce que techniquement, mais ça me fait poser la question, peut-être que non, hein, mais techniquement, comment est-ce que ça fonctionne? J'imagine que c'est toute une démarche qui prend du temps, savoir comment est-ce qu'on peut récupérer les matériaux. Comment est-ce que vous fonctionnez exactement? C'est vrai que ce projet-là, c'est un projet pilote qu'on réalise et qui va être diffusé à l'ensemble du Québec. Alors, on a 2 sites. Il y a le site du BMR, de l'ancien BMR, et il y a le site de l'ancien Bistrot Cire de Chendar. Et le projet pilote, donc, ce qu'on vise à faire, c'est documenter l'ensemble de la démarche. Comment on déconstruit? Quels sont les avantages économiques, environnementaux, sociaux, techniques? Quels sont les freins? Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans l'avenir au niveau des appels d'offres pour favoriser de la démolition, de la déconstruction plutôt que de la démolition? Alors, c'est vraiment un projet très documenté, donc très suivi, beaucoup d'éléments de contrôle. À première vue, je n'ai pas encore terminé donc la compilation des résultats, mais à première vue, ce qui s'est produit du côté du chantier de la déconstruction de l'ancien magasin du BMR, c'est très intéressant. On a eu un entrepreneur et son équipe qui, les premières journées, donc, on dit « OK, on va faire ça ». Ils étaient emballés, ça les intéressait. Mais après une semaine, là, déjà, ils voyaient du potentiel. Ils proposaient des solutions pour améliorer l'approche technique, pour améliorer la qualité des matériaux. Donc, on a senti qu'au niveau de l'entrepreneur en construction, il y avait une adhésion au projet, mais vraiment importante. On a constaté aussi que sur le plan technique, un entrepreneur était capable de faire ça, c'est-à-dire qu'il était capable au niveau de l'approche de trouver les bonnes techniques, mais comme il disait, ça serait intéressant qu'il se développe une formation coaching par rapport à déconstruction. Donc, on sait déjà dans l'avenir qu'il faut qu'on travaille cet aspect-là. On a déjà identifié des clauses à modifier au niveau des appels d'offres pour peut-être préciser un petit peu plus les besoins et les objectifs quand on procède par appel d'offres. Alors, jusqu'à présent, les résultats sont fort intéressants. Au niveau des coûts, à date, je ne suis pas certaine là, que ça va être plus coûteux de procéder par une déconstruction parce que le revenu de vente des matières, quelque part, il vient compenser peut-être pour le temps supplémentaire que ça peut occasionner au niveau de la main-d'œuvre. Donc, jusqu'à présent, là, je vous parle, on est au 14 septembre. Donc, jusqu'à présent, je vous dirais que c'est très, très, très positif comme projet et c'est premier résultat concret. Et est-ce que vous allez, là je comprends que vous avez fait ça pour un premier bâtiment, on ne parle pas encore du gros bâtiment principal, hein, c'est ça? Le gros bâtiment principal, il est converti en caserne de pompiers. Il reste debout. Exactement, il reste debout, il est rénové, puis c'est la Ville de Grande-Rivière qui prend charge pour ce bâtiment-là. Nous, la régie, on prend charge, on a pris charge de l'ancien magasin du BMR, donc qui n'existe plus maintenant. Et il reste 3 bâtiments à l'arrière là, qu'on va déconstruire là, au cours des prochaines semaines aussi, donc pour lesquels on va procéder à la déconstruction. Donc, est-ce que ça me dit,
concrètement, est-ce que samedi, les gens pourront trouver qu'est-ce qu'ils vont trouver comme matériaux? Ah, ben, des 2x4, des 2x6, des 2x8, donc des planches, des feuilles de tôle, des matières aussi qu'on n'a pas conditionnées. Ce que je veux dire par pas conditionné, c'est qu'on n'a pas enlevé les clous, on a des panneaux de mur, on a des panneaux de plancher, donc des surfaces des fois de 8 pieds par 8 pieds. Donc, les gens peuvent dire, hey, moi, ça m'intéresse, je vais partir avec ça, je me fais une plateforme ou je vais partir avec ça, je peux me faire des murs pour ma cache de chasse. Alors, donc, on a des trosses, vraiment des trosses, donc qu'on n'a pas débattu parce qu'on s'est dit, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, oui, ça m'intéresse, c'est déjà fait, je vais m'en servir pour tel garage. Alors, il y a vraiment beaucoup de matériaux. Ce qu'on veut, évidemment, on ne veut pas qu'une personne arrive et dise « Ah, moi, j'achète tout ». Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de partager le plus possible, de vendre, mais à rabais. Puis ça tombe bien, je pense, parce que dans un contexte de pandémie, les matériaux sont si chers. Alors, les gens, je pense qu'ils vont pouvoir trouver leur compte dans ce qui va s'offrir sur place. Une belle façon de redonner une deuxième, troisième vie à des matériaux. Merci beaucoup, Nathalie, pour votre temps. Et puis, on vous souhaite un bon succès là, dans cette démarche-là. Merci. Donc, samedi, c'est vraiment de 9 à 15 heures pour les citoyens de Grande-Rivière. Puis le dimanche, c'est ouvert à tous, 9 à 15 heures aussi. Sur place, sur le site de l'ancien BMR. Place au site, oui. Parfait. Merci. Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Depuis le 15 septembre, il est possible de se procurer le questionnaire du Rallye Recherche de Courant culturel Rocher-Percé. On discute de cette 18e édition avec Marie-Paul Fournier, responsable de la Bibliothèque de Grande-Rivière et bénévole. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Donc, cette année, c'est la 18e édition du Rallye Recherche. Oui. Et c'est vous qui êtes derrière Depuis 2 ans. Disons que le Rallye Recherche a été conçu par M. Jean-Claude Bisson en 2004. Il avait offert ça dans le temps à la Maison de la Culture. Puis, il est décédé il y a 3 ans. Ça fait qu'à la demande générale, j'ai pris la relève. Donc, c'est quoi l'idée derrière le Rallye Recherche? C'est un jeu questionnaire. C'est pour distraire. On trouvait qu'à l'époque de l'automne, les gens, la chasse, tout ça, les femmes aimaient faire des travaux de recherche sur différents sujets d'actualité, comme sur l'histoire, les prénoms, les mots croisés, des jeux, la région de la Gaspésie, en histoire, en littérature. Fait qu'ils font de la recherche, ils peuvent le faire seuls ou en équipe de 4. Puis en 3 mois pour réaliser le cahier réponse. Puis après ça, là, cette année, il commence aujourd'hui, puis il va se terminer le 15 décembre. Est-ce que parce que c'est la 18e édition, est-ce que ça marche comment les rallyes recherche? Est-ce que c'est à chaque année un thème différent ou bien... Non, c'est tous les ans, mais on change. Il y a 20 sections de questions, 20 sections de 10 questions, mais sur des sujets variés. Comme l'année passée, on avait sur la MRC avec la Gaspésie. Cette année, c'est juste la Gaspésie. L'année dernière, on avait en mathématiques. Cette année, il n'y en a pas. On a mis plus en... ça s'est passé chez nous, quelque chose qui est arrivé à l'intérieur du Québec ou du Canada. À un moment donné, il y a des questions aussi sur les ponts, les phares de nos régions. On essaye sur les 20 sections de varier, au moins d'en apporter 7-8 nouvelles. Il y a des choses traditionnelles, là, que c'est vraiment comme la Gaspésie, section 1, parfait, toujours là. Le mot croisé, toujours là. Les photos identifiées, c'est toujours là. Ça varie après ça, selon mon humeur ou qu'est-ce que j'ai trouvé dans les livres, là. Qu'est-ce qu'on y retrouve cette année dans le Rallye Recherche? Pour vous donner une idée, j'ai les thèmes ici, là. On trouve la Gaspésie, c'est arrivé, la géographie, des mythes et légendes, des ponts et forts, notre vaste monde, c'était chez nous, les oiseaux du monde, nos grands disparus chez les animaux, nos voisins, donc c'est les États-Unis, les routes autour du monde, des histoires de femmes, des méli-mélos,
des trésors de la langue, des coiffures et des vêtements sacrés, dans votre assiette, des photos, puis un entrecroisé sur le vocabulaire. C'est culturel. Donc, pour faire le rallye recherche, dans le fond, c'est de la recherche dans les livres, sur Internet. Bien là, moi, je prends d'abord des... Non, moi, j'ai aucune question qui est prise sur Internet. Je fais mes thèmes. Ensuite, je vérifie dans la bibliothèque ici si je peux m'approvisionner ou je fais des demandes au réseau. Puis, j'ai quand même quelques sujets que M. Bisson nous avait laissés, là, que je peux puiser dans une banque de questions, mais pas beaucoup. Mais les références sont presque toutes dans les livres de la Bibliothèque municipale de Grande-Rivière. Donc, la recherche, elle se fait essentiellement ici? Non, les gens, toutes les bibliothèques, les réseaux de bibliothèques, on a presque tous les mêmes livres. Il y a beaucoup de réponses qui se trouvent sur Internet aussi. Mais moi, ce que je fais foi, c'est que j'ai toujours comme qu'une référence livresque est mieux que sur Internet. Parce que des fois, sur Internet, c'est tout le monde qui met Fait que moi, je prends toujours mes références dans des livres, mais si les gens me donnent des références qu'ils ont trouvées dans une autre section d'un autre livre, je l'accepte. Ça fonctionne comment? Est-ce qu'il faut indiquer la référence, justement, ou est-ce qu'on a trouvé la réponse? Mais ceux qui n'ont pas la même réponse que moi, ceux qui pensent que c'est pas ça que j'ai comme réponse, ils vont annexer où ils ont pris leur réponse. OK. Dans leur cahier réponse, quand ils nous retournent, le 15 décembre. Fait que on a une quarantaine de participants. Cette année, on aimerait se rendre à 50. Vous disiez que ça fait 3 ans que vous vous occupez du rallye recherche. Moi, j'ai fini. Moi, j'ai toujours été relationniste entre la Maison de culture, dans le temps, et M. Bisson. Après ça, c'est devenu courant culturel. Puis là, M. Bisson est décédé, fait qu'à la demande générale, ils ont dit ça nous prendrait un rallye, tu peux-tu en faire un? Fait que j'ai décidé de continuer parce que ça faisait quand même 15 ans que j'étais en relation avec M. Bisson pour les rallyes. Ça fait que c'est pour ça que j'ai continué. Cette année, je pensais pas. Puis là, ça a commencé à demander est-ce qu'on va avoir un rallye à l'automne. Fait que je me suis mis dedans. J'avais commencé après les fêtes, puis là, au mois de juillet, au mois d'août, j'ai finalisé le cahier. Est-ce que c'est compliqué à préparer? C'est pas que c'est compliqué, il faut pas que tu te trompes. J'ai 2 feuilles sur la table. J'ai mon livre, disons que je prends ma section sur la Gaspésie. C'est soit les revues Gaspésie ou telle revue, telle revue. Là, j'ai marqué Gaspésie. Question 1. Je pose ma question. Réponse Gaspésie. Réponse 1. Référence. Il faut toujours faire le questionnaire-réponse en même temps parce que quand tu vas arriver pour faire la correction, je ne peux pas faire le cahier réponse une fois que le rallye est parti. Je vais toujours tout ressortir les livres. Il y a des heures d'ouvrage, autant d'heures pour le préparer que pour ceux qui vont le faire. Là. Ça se prépare comment? Est-ce que vous allez dans les rayons de la bibliothèque puis bon, il faut que je fasse sur la Gaspésie, je vais aller voir. Oui. Ben, là, cette année, j'avais une collaboratrice qui m'a fait 3 sections. Fait qu'elle, elle s'est occupée de me sortir des livres, Marie-Paul, de sections. Ça serait intéressant de mettre ça. Fait que là, mais j'avais des livres aussi à la maison, là. Mais en tout cas, c'est passionnant. Donc, les gens ont jusqu'au 15 décembre pour le C'est ça, 15 décembre? Oui, du 15 septembre au 15 décembre. Est-ce qu'il y a des prix Oui, la première position, c'est 200 $. La deuxième, 125 $. La troisième, 75 $. Puis un prix de participation parmi toutes les personnes de 35 $. Et ça s'adresse à qui? Est-ce que c'est surtout pour les gens de la MRC ou c'est plus grand que ça? Non, on a vendu à Vaudreuil, on a Lac-Saint-Jean, on a Nouveau-Brunswick, on a aux Îles-de-Madeleine, on a Gaspé-Nord. C'est ouvert, on l'a mis sur le réseau, là, comme au niveau du réseau biblio. Ils l'ont mis dans toutes les bibliothèques. Julie a fait des posters, on a fait de la publicité. Puis, on a toujours nos anciens rallye-chercheurs, rallye-chercheuses. On leur envoie un courriel pour annoncer que la date du prochain. Ça fait qu'ils s'inscrivent tout de suite. Fait qu'on prend en note, on a leur adresse courriel, on leur envoie ça en PDF. Quelques-uns veulent le voir en format papier, on leur envoie par la poste.
Fait que c'est comme ça. Là, ce matin, là, on en a envoyé 25 ou 26. Là. Moi, j'en avais posté lundi. Fait que les autres, ça va rentrer en fin de semaine. Là. Donc, vous en envoyez par la poste. Les gens qui voudraient Ils peuvent venir en chercher ici à la bibliothèque, aux heures d'ouverture. Parce que le local, la plupart viennent les chercher ici. Ils ne prennent pas en PDF, ils viennent chercher le format papier. Est-ce qu'il y a un coût de rattacher? Oui. Ceux qui, pour donner des prix de 200 $, s'ils prennent en format PDF par courriel, c'est 25 $. S'ils prennent par la poste, c'est 35 $. Quelque chose qu'on pourrait rajouter à tout ça? Non, parce que je peux dire qu'on invite les gens. Ils peuvent venir chercher aussi parce que, tu sais, dans les sections de... Moi, je ne peux pas leur dire dans quel livre je l'ai pris. C'est un rallye recherche, ça le dit. Fait qu'ils peuvent venir chercher à la bibliothèque s'ils veulent, le lundi après-midi, le mercredi soir. Ils ont beau, c'est accessible. Bien, Marie-Paul Fournier, merci pour m'avoir accueilli à la bibliothèque, pour m'avoir parlé du rallye recherche. Merci moi aussi, ça m'a fait plaisir. Mylène Côté nous parle de la concrétisation du projet conjoint de CPE entre la Nation Mi'kmaq de Guespeg et le CPE des Butineurs, pour lequel les démarches ont été entamées en octobre 2021. Ce projet vise à favoriser le contact entre les deux cultures et de créer une communauté qui sera construite autour de ce CPE. La nouvelle installation sera située sur les terrains du centre administratif de la Nation à Sainte-Majorique. Bonjour, mon nom est Mylène Côté, je suis directrice générale au CPE des Butineurs. Alors bonjour Mylène, aujourd'hui on se rencontre parce que on a reçu un communiqué comme quoi il allait y avoir j'ai compris le mot alliance pour créer un nouveau CPE. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce sujet-là? Dans le fond, on a fait un partenariat avec la Nation autochtone pour cette troisième installation dont on a reçu il y a quelques semaines l'aval du gouvernement. Alors, c'est un projet qui va voir le jour quand et comment est-ce que ça va être quoi un peu les échéanciers de ce projet-là? On a généralement 24 mois pour construire une installation, donc on se fixe l'objectif que ça soit prêt à l'été 2024. Par contre, c'est possible qu'il y ait certains délais supplémentaires, là, dépendamment de comment vont se passer la construction. Là. Alors, est-ce que c'était parce qu'il y avait un besoin dans le milieu que ce partenariat a eu lieu? C'est sûr que dans la région, il y a énormément de besoins. On a une longue liste d'attentes. Donc, oui, il y avait un besoin. Puis, quand l'appel de projet est sorti, on s'est demandé avec quel partenaire on pourrait créer une alliance, comme vous le dites. Et puis, pour le CPE des Butineurs, c'était important là, que nos partenaires aient des valeurs similaires aux nôtres. Donc, on s'est posé la question avec qui on pourrait faire ce partenariat-là. Et d'emblée, quand on regardait nos valeurs, la nation Mi'kmaq de Guespeg, ça a été un des partenaires qui nous semblaient là, avoir des valeurs vraiment qui collaient là, à nous. Donc, on parle de valeurs de respect, de plaisir, aussi l'importance des aînés aussi. C'est quelque chose qui nous parle beaucoup. Donc, voilà. Et j'imagine que vous parlez un peu de toutes ces valeurs-là. Concrètement, comment ça va se refléter sur le terrain, la façon dont vous allez bâtir l'emplacement aussi peut-être? Qu'est-ce que vous voulez dire au niveau de la construction ou plus au niveau de la pédagogie? Peut-être les deux, dans le fond, la construction, la pédagogie. C'est sûr qu'au niveau de la construction, là, on est soumis à certaines règles. On ne peut pas faire ce qu'on veut nécessairement. On va essayer le plus possible de respecter l'environnement. Donc, que ce soit des petites choses, par exemple, de ne pas couper un arbre de trop si on n'est pas obligé de le faire. Mais sinon, ça va plus se refléter au niveau de la pédagogie. Donc, on va avoir une pédagogie qui va être axée sur la nature. Donc, la majorité de la journée va se passer en nature. On va même expérimenter les dodos en nature.
Et sinon, au niveau intergénérationnel, c'est quelque chose qui est important pour la nation, qu'il y a des activités avec les aînés. Donc, ça va être inclus dans notre pédagogie. C'est une pédagogie qui va être construite sur, évidemment, la mixité des cultures. Donc, un des points importants, ça va être d'intégrer la culture autochtone pour essayer de faciliter la transmission de cette culture-là chez la nouvelle génération d'enfants autochtones, mais aussi, ça va être d'apprendre à nos enfants, l'ensemble des enfants qui vont en faire partie, là, le respect non pas seulement des différentes cultures, mais aussi des différentes croyances, des différentes ethnies, langues, expériences, peu importe la particularité des individus, ça va être d'apprendre à s'ouvrir à cette différence-là, puis de voir à quel point on va s'enrichir mutuellement si on accepte de s'ouvrir à cette différence-là. Donc, l'ouverture, la prise de conscience de l'autre va faire partie des valeurs importantes dans notre pédagogie. Très intéressant. Puis là, justement, par rapport à concrètement, ça va se situer où physiquement le bâtiment de CPE? La Nation a un centre administratif et ils ont acquis un terrain qui est adjacent. Donc, on va être situé vraiment à côté du centre administratif à Gaspé, plus précisément à Saint-Majoric, là, pour vous situer. Donc, voilà. Puis, en arrière-plan, il y a la forêt. Donc, voilà. Alors, les gens qui nous écoutent et qui font partie un peu de cette région-là et qui entendent un nouveau CPE, est-ce qu'il y a déjà des préinscriptions ou des choses comme ça pour que les gens puissent s'inscrire, ou c'est déjà peut-être tout complet? En fait, le principe va être le même que pour l'ensemble des CPE. Donc, les parents qui veulent s'inscrivent sur la place 05. Et puis, à partir du moment où l'installation sera disponible, on enverra à la population une communication. Donc, il s'agira simplement d'aller rajouter l'installation dans le choix des parents, là. D'accord. Donc, pour ça, il faut juste attendre. Oui, simplement. Il faut attendre que l'installation soit disponible pour s'y inscrire. Puis ça, on enverra là, un communiqué pour que la population soit bien au courant. Parfait. Merci beaucoup, en tout cas, Mylène, pour ces informations. Puis on souhaite j'imagine que ça a déjà démarré concrètement, sûrement déjà au niveau administratif. Effectivement, il y a déjà des démarches d'enclencher. On est aussi en train de regarder si on peut créer une installation temporaire pour répondre à la demande un petit peu plus rapidement. Donc, oui, il y a des démarches déjà. Ça suit son cours. Parfait. Merci beaucoup pour votre temps et pour ces informations. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. L'équipe de la télévision communautaire du Rocher-Percé scanne les nouvelles pour vous. Voici notre revue de presse. Ce mois de septembre dans l'actualité régionale. Le débordement de certaines urgences en Gaspésie oblige le CIS à demander à la population d'éviter de s'y présenter pour des problèmes de santé non urgents, nous indique Radio Gaspésie. Selon le responsable des relations avec les médias Lou Landry, le taux d'occupation dans certaines urgences est de plus de 200%. Il ne s'agit pas d'un manque d'effectifs, mais plutôt d'un plus grand nombre d'usagers qui consultent. La situation est moins problématique aux urgences de Chandler avec 75% d'occupation et à Sainte-Anne-des-Monts avec un taux de 67%. Les taux d'occupation à Murdochville et Grande-Vallée sont de 0. Selon l'Avantage gaspésien, depuis le début du mois d'août, des dentistes itinérants se relaient à la clinique de Gaston Lepage, qui a récemment pris sa retraite, assurant ainsi un service aux résidents de la Haute-Gaspésie. En novembre 2021, le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonçait le réaménagement de la clinique du Dr Lepage pour accueillir des dentistes qui seraient sous la responsabilité du CIS Gaspésie. Bien qu'aucun dentiste permanent y soit installé, les efforts de recrutement ont permis de couvrir près de 75% des plages horaires disponibles, soit 4 jours par semaine où les gens peuvent obtenir les services d'un dentiste. Ainsi, toute personne peut appeler à la clinique dentaire pour s'ajouter à la liste d'attente et espérer obtenir un rendez-vous. C'est le 1er septembre qu'est entrée en vigueur la nouvelle loi réglementant les hébergements touristiques, affirme Radio Gaspésie.
Selon les instances gouvernementales, ce changement vise à adapter le cadre réglementaire actuel aux nouvelles réalités. Ainsi, elle remplace l'obligation de classification et le panonceau étoilé par un simple enregistrement ainsi qu'une déclaration annuelle de mise à jour des renseignements sur l'offre d'hébergement, les activités et autres services qui y sont liés. Le décès de la reine Élisabeth II a fait écho jusqu'à Gaspé, où plusieurs commémorent sa visite de 1959. En juin de cette année-là, la jeune reine et le prince Philippe, duc d'Édimbourg, avaient été accueillis par au moins 6000 personnes. Le couple royal avait visité Gaspé, qui regroupait une importante communauté anglophone. L'historien Jean-Marie Fallu explique que l'arrêt avait correspondu avec l'inauguration de la voie maritime du Saint-Laurent. Toujours selon Radio Gaspésie, la FADOC pour la région Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine a fait connaître ses attentes en prévision des élections du 3 octobre prochain. Odette Charbonneau, présidente de la FADOC Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, dresse la liste des principales revendications de son organisme afin de venir en aide aux aînés, comme le sont le logement et l'augmentation du prix des loyers, ainsi que l'augmentation des rentes, afin de faire face à l'inflation et à l'augmentation des coûts de la vie. Dans le cadre de la campagne électorale, la FADOC ne prend pas position pour un parti ou un autre. Cependant, l'organisme demeure attentif et espère que les promesses seront tenues. Forte de ses 550 000 membres dans la province et plus de 30 000 dans la région de la Gaspésie et les îles de la Madeleine, l'organisme compte sur son poids électoral pour se faire entendre auprès des candidats. Le CIS de la Gaspésie confirme avoir reçu des doses du vaccin Spikevax la fin de semaine dernière, mais en petite quantité pour le moment, nous indique Radio Gaspésie. Le premier vaccin bivalent homologué par Santé Canada a été adapté à la domination du variant Omicron, alors que jusqu'ici les vaccins disponibles avaient été développés à partir de la souche de Wuhan. La directrice responsable de la vaccination, Joanne Métaux, s'attend à ce que la région en obtienne beaucoup plus dès la semaine prochaine. Joanne Métaux précise aussi qu'il s'agit seulement d'une dose de rappel. La direction régionale de la santé publique de la Gaspésie précise que le vaccin n'est pas recommandé pour les 18-29 ans, dû à certains risques pour la santé. Selon Graphici, l'inflation atteint des sommets depuis la reprise économique post-pandémie et les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La hausse du prix de l'essence, des matériaux de construction ou du lait a été rapportée et documentée au fil des mois. Selon Statistique Canada, l'indice des prix à la consommation a atteint 7,6% en juillet 2022 sur une base annualisée. Le secteur de l'alimentation n'y échappe pas. En 2013, Graphici avait fait une comparaison du prix des paniers d'épicerie entre différentes régions du Québec, un exercice qui avait été refait en 2015 et 2018 pour suivre l'évolution des prix. L'enquête est reprise cette année pour analyser l'évolution des prix au cours de cette dernière décennie. Sans surprise, le panier coûte de plus en plus cher. Afin de contrer l'exode des jeunes vers les grands centres, Vivre en Gaspésie innove encore en lançant la tournée régionale nommée Perspectives, nous dévoile Radio Gaspésie. Cette initiative, montée en collaboration avec une douzaine de partenaires et écoles, s'adresse aux étudiants de secondaire 3, 4 et 5. Les jeunes auront l'occasion d'expérimenter divers métiers par le biais de parcours interactifs. La tournée se déplacera durant 5 semaines dans les divers MRC de la Gaspésie. Elle s'arrêtera à la salle communautaire de la nation Mi'kmaq de Gaspé, ainsi que dans divers lieux des municipalités Grande-Rivière, Cap-Chat, Bonaventure et Carleton. Plus de 1200 jeunes seront libérés de leurs cours afin de pouvoir participer à l'événement. Toujours selon Radio Gaspésie, le ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie compare le développement du secteur éolien à Gaspé à celui de l'aérospatial à Montréal. Lors de son passage récent en Gaspésie, le ministre François-Philippe Champagne a annoncé que son gouvernement venait de conclure une entente avec l'usine de LM Wind Power à Gaspé pour la création d'un centre de recherche et développement. Pour le ministre Champagne, avec ces annonces, le secteur éolien, particulièrement la fabrication des pales éoliennes à Gaspé, est comparable à la création du pôle aérospatial de Montréal. Le ministre de l'Innovation précise que LM Wind Power et ses 600 emplois sera un moteur important pour l'économie de Gaspé et les environs pour encore plusieurs années. L'organisme Demeure-toi va de l'avant avec son projet d'hébergement pour des adultes autistes avec un accès à des services pour favoriser leur épanouissement et leur autonomie. Le projet consiste à créer un espace de vie qui offrira des logements abordables ainsi que des services adaptés qui n'existaient pas dans la région. Il y aura 12 unités de 3 pièces et demie ainsi que plusieurs services offerts sur place avec du personnel qualifié. Claudine Dupuis espère que les travaux de réfection du bâtiment seront complétés à l'automne 2024 pour permettre l'ouverture de cet espace. 78 restaurants situés un peu partout dans la province joignent les rangs du programme Fourchette Bleue, dont la mission est de valoriser les espèces marines méconnues du Saint-Laurent, nous indique l'Avantage gaspésien.
C'est via le collectif La Table Ronde, qui a pour but de favoriser l'essor de la gastronomie fine au Québec, que ce partenariat a vu le jour. Cette association permettra de favoriser et d'accélérer l'arrivée des produits de la mer mis en valeur par Fourchette Bleue dans les assiettes de ces restaurants. Actuellement, 81% des produits marins du Saint-Laurent sont exportés. Conséquemment, les restaurateurs québécois importent davantage leurs produits marins au lieu de miser sur les espèces d'ici. Radio Gaspésie annonce que le maire de Gaspé déplore que les services météo de nuit assurés par NAV Canada à l'aéroport soient suspendus entre le 14 septembre et 28 octobre prochain. L'entreprise a avisé la ville que le service sera interrompu durant cette période entre 2h et 7h. Cela aura pour conséquence de priver les pilotes d'avions d'observateurs météo sur place pour accéder à des données plus précises sur les conditions. Daniel Côté n'est pas heureux de la situation puisque les transporteurs devront se fier au système automatisé qui n'est pas aussi précis, ce qui augmente les risques pour la sécurité. Le maire de Gaspé blâme NAV Canada de ne pas offrir de formation au Québec, ce qui permettrait de recruter du personnel et éviter l'épuisement des travailleurs en place. Le maire de Gaspé croit que la tempête Fiona renforce le message que les gouvernements devront investir davantage pour protéger les infrastructures à risque. Même si Fiona n'a pas causé de gros dommages, la prévision météo laissait entendre que la région de la péninsule gaspésienne risquait d'être malmenée. Mis à part les nombreuses pannes électriques causées par les arbres tombés au vent, la population s'en est bien sortie selon le maire Daniel Côté. Il estime que les gouvernements devront aussi jouer leur rôle pour aider les municipalités qui n'ont pas les moyens d'investir seules pour protéger leurs infrastructures. Le maire et président de l'Union des municipalités du Québec demande à Québec d'investir 2 milliards de dollars par année pour adapter les infrastructures municipales. Voilà qui complète vos informations régionales dans les médias locaux. Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Merci d'avoir été à l'écoute de vos nouvelles locales et régionales. Nous vous invitons à consulter notre site internet tvcgr.com. Vous y trouverez nos émissions, qui sont également disponibles sur nos chaînes YouTube, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou joindre notre équipe de journalistes par courriel ou directement sur Messenger. Si vous souhaitez vous impliquer et vivre une expérience en audio, vidéo ou en communication, sachez que nous offrons de la formation. Contactez-nous par téléphone au numéro qui s'affiche à l'écran. Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Durant la période estivale, nous ferons un reflet d'ici par mois. Rendez-vous le mois prochain pour votre prochaine émission des nouvelles.